Il pensait simplement réparer une dalle de béton fissurée. Rien de plus qu'un travail banal dans un atelier oublié. Mais lorsque le bloc de ciment glissa sous son pied pour révéler l'impossible, une ouverture béante menant à un escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans les entrailles de la terre, Nolan Whitford sut que sa vie venait de basculer. Avec Zeus, son vieux berger allemand, avançant en éclaireur dans les ténèbres inquiétantes, le faisceau de sa lampe torche découpa l'obscurité et dévoila l'impensable. Ce n'était pas un simple bunker. Devant ses yeux se dressait, intact, l'éclat argenté d'un P-51 Mustang, un chasseur légendaire de la Seconde Guerre mondiale. Puis un deuxième. Puis un troisième. Rangés comme des fantômes d'acier, préservés dans un silence glacé. Un vétéran brisé venait de mettre la main sur un trésor militaire enfoui depuis des décennies, une flotte secrète d'une valeur de 100 millions de dollars. Et quelque part, dans l'ombre de ce sanctuaire souterrain, flottait encore la présence du spectre qu'il avait laissé là avec un dernier ordre impossible à ignorer. Le vieux pick-up Chevrolet avançait dans le crépuscule comme un fantôme gris, son moteur toussant par moments, protestant contre l'air coupant du Montana. Au volant se tenait Nolan Whitford, un homme dont le visage semblait taillé dans la même pierre que les montagnes qui l'entouraient. Ses yeux, fixés sur la route déserte à deux voies, portaient une lourdeur silencieuse, un poids que nul sommeil n'avait su alléger. Sur le siège passager, Zeus, un imposant berger allemand aux poils gris et blancs, restait assis parfaitement droit, la noblesse de l'âge marquée dans la barbe épaisse de son museau. Il ne regardait pas les paysages qui défilaient. Il ne perdait jamais Nolan du regard. Il se dirigeait vers Silver Creek, un nom que Nolan avait choisi en glissant son doigt sur une carte en papier, à la recherche de l'endroit le plus oublié, le plus effacé du monde. Il ne cherchait pas la solitude par goût. Pour lui, c'était une nécessité vitale, l'oxygène du noyer. Le pick-up secoua ses vieilles suspensions en roulant sur d'anciennes voies ferrées rouillées, vestiges du temps où Silver Creek avait encore un avenir. Mais cette époque était révolue. Silver Creek n'était pas une ville mourante. Elle était déjà morte. La rue principale ressemblait à un canyon de façades abandonnées. Les enseignes qui annonçaient autrefois mercantiles, pharmacie, hôtels n'étaient plus que des ombres pâlies par des années de soleil et de tempête. Rien ne vivait là. Rien n'espérait. C'était parfait. Un lieu où un homme et son chien pouvaient disparaître. Nolan gara son truck devant le Hawthorne Workshop, un vaste bâtiment en tôle ondulée qui semblait s'affaisser au milieu comme un vieillard fatigué. Sur le petit perron du bureau attenant, un vieil homme l'attendait, Mr. Preston. Mince comme un piquet de clôture, vêtu d'une salopette en jean malgré le froid mordant. Il ne s'était parlé qu'une seule fois, au téléphone, sur une ligne qui crépitait comme si elle traversait un siècle. Nolan descendit du camion, ses bottes craquant sur le gravier. Il resserra le col de sa vieille veste en cuir marron. Sous celle-ci, seule une chemise épaisse à carreaux rouges et bleus le protégeait de la nuit glaciale. « Vous voilà » dit Preston d'une voix qui n'attendait pas de réponse. « Je suis là » répondit Nolan, sa voix rugueuse comme du papier sec, peu habitué à parler. Zeus sauta de la cabine, retomba souplement malgré la raideur de l'âge, et balaya les environs d'un regard professionnel avant de venir se placer à côté de Nolan, silencieux, vigilant. « Beau chien » dit Preston. « On voit qu'il sait ce qu'il fait. »« Il sait » confirma Nolan sans en dire davantage. Preston regarda le hangar rouillé auquel il venait de se débarrasser. « C'est pas grand-chose. Mais le prix était bon. » Nolan hocha la tête. Il avait payé en liquide, un maigre héritage envoyé directement, sans inspection. L'endroit n'intéressait personne, terrain inutile, bâtiment à peine debout. Parfait pour disparaître. Les clés sont dans le bureau, ajouta Preston en désignant la porte. Il s'interrompit, fourra ses mains dans ses poches. Vous devriez savoir, cet endroit a une histoire bizarre. Nolan attendit. Celui qui l'a construit, le colonel Hawthorne, un ancien de l'Air Force. Il a combattu dans les grandes guerres. Puis il a perdu pied. Obsédé par le nucléaire, persuadé que la fin approchait. Il a construit cet atelier au-dessus du vieux bunker de défense civile des années 50. Il donna un coup de botte sur une dalle de béton près de la fondation. Tout le soubassement est un bloc renforcé. Hawthorne disait qu'il survivrait à l'apocalypse là-dessous. Un drôle de type. Il a fini par mourir ici, tout seul. Un bunker, répéta Nolan intérieurement, un goût métallique sur la langue. Enfin c'est à vous, maintenant. Bonne chance.
le vieil homme monta dans son camion, démarra dans un nuage de fumée, et disparut, laissant Nolan et Zeus seuls dans le silence immense de Silver Creek. Le soleil glissa derrière les collines, et le froid se fit mordant, presque hostile. À l'intérieur, l'atelier était un vaste squelette métallique saturé d'odeurs de poussière, de rouille et d'huile sèche. Nolan trouva le tableau électrique et parvint à rallumer une seule ampoule jaunâtre, qui répandit une lumière faible sur l'immensité sombre. Trop froid pour travailler. Il dormirait dans le petit bureau adjacent. Nolan déplia son sac de couchage sur un vieux lit de camp oublié. Le cliquetis métallique résonna dans la pièce vide. Il avala une ration froide tirée d'une boîte, tandis que Zeus croquait ses croquettes dans un bol en acier. Nolan vérifia la serrure, s'assit sur le lit, les mains jointes entre ses genoux. Dehors, le vent s'était levé. Il fouillait les interstices du métal, produisant un sifflement aigu, presque humain. Nolan s'allongea, tira le sac jusqu'à son menton. Zeus grimpa sur le lit, une entorse aux règles, mais une entorse nécessaire. Le chien tourna sur lui-même, puis se coucha lourdement contre le dos de son maître, un rempart chaud et vivant. Le sommeil vint, non pas doucement, mais comme une marée noire qui engloutit tout. Le vent du Montana se transforma rapidement. Il devint un martèlement sourd. Un rythme connu. Un bruit de pales d'hélicoptères déchirant l'air brûlant. L'odeur de poussière froide se mua en parfum âpre de carburant brûlé. Il n'était plus dans le Montana. Il était de retour là-bas. Dans la chaleur. Dans le chaos. Dans la lumière blanche et hurlante des urgences militaires. Il était paralysé. Incapable de bouger. Les pales frappaient le ciel, secouant la terre. Des cris. Une pression écrasante sur sa poitrine. Un poids qui le clouait au sol, l'empêchant de respirer. L'air brûlant envahissait ses poumons. Nolan suffoquait. Sur le lit de camp, son corps remua convulsivement, ses mains crispées sur le sac de couchage. Des halètements courts, désespérés, s'échappèrent de sa gorge. Il était perdu dans sa propre mémoire, prisonnier. Zeus ouvrit les yeux instantanément. Il reconnut le son. Il reconnut le souffle saccadé. Il reconnut la panique. Il ne jappa pas. Il ne pleura pas. Le chien se redressa, fit demi-tour et posa ses deux pattes avant directement sur la poitrine de Nolan. Puis il s'assit, de tout son poids, près de 40 kilos qui s'enfonçaient dans le thorax de son maître. Ce n'était pas un câlin. C'était un protocole. Une intervention. Un acte appris au fil des années. Dans le cauchemar, la pression sur la poitrine de Nolan augmenta. Mais cette fois, elle était différente. Chaud. Solide. Vivante. Rythmée par un battement de cœur. Les yeux de Nolan s'ouvrirent brusquement. La noirceur du bureau l'accueillit, silencieuse. Les pales d'hélicoptères disparurent, remplacées par le sifflement solitaire du vent. L'odeur de carburant brûlé se dissipa, ne laissant que celle de la poussière froide. Il tremblait. Son corps était trempé de sueur malgré le froid glacial. Zeus ne bougeait pas. Il restait fermement posé sur lui, ancré, solide, vivant une corde qui le ramenait à la surface. « Ça va » murmura Nolan d'une voix brisée. « Ça va, mon grand. » Sa main tremblante se posa sur la fourrure épaisse du chien. Zeus pencha la tête, souffla doucement, comme s'il relâchait lui aussi une tension ancienne. « Je suis là » ajouta Nolan. Il ne savait pas s'il parlait au chien, ou à lui-même. Dans l'obscurité, le cauchemar s'éloigna peu à peu, laissant derrière lui une fatigue écrasante et la sensation aiguë de revenir d'un endroit où il n'aurait jamais voulu retourner. Mais quelque chose venait de se sceller dans cette pièce froide. Ce n'était pas simplement un homme et son chien. C'était un combattant survivant et son dernier fil d'ancrage au monde. Et ensemble, ils venaient de prendre possession de leur nouvelle demeure, un endroit glacial, oublié, hanté par le passé et porteur d'un secret enfoui suffisamment profond pour changer tout ce qu'ils croyaient savoir. La première lumière du matin révéla la véritable condition de l'atelier Hawthorne. Ce n'était pas seulement un bâtiment ancien, c'était une structure vaincue, épuisée par les années et par l'oubli. La veille, l'unique ampoule faiblarde avait caché l'ampleur du délabrement. Maintenant, dans la pâle clarté grise d'une aube montanaise, Nolan distinguait la rouille qui grimpait le long des parois comme une infection lente, et les coins encombrés de vestiges desséchés de projets abandonnés depuis des décennies. Il avait dormi tout habillé, serré dans son sac de couchage contre un froid mordant.
Zeus, son fidèle berger allemand, se tenait déjà devant la porte du petit bureau, la queue frappant le sol d'un unique coup sec, comme un rappel d'urgence. « Je sais, mon grand, » murmura Nolan, la voix rauque, encore chargée de fatigue. « On a du boulot. » Il se redressa lentement, ses articulations émettant des craquements secs dans la fraîcheur glacée du matin. La priorité était simple, survivre. Ici, l'hiver n'était pas une saison. C'était un adversaire. Une entité brutale, déterminée, prête à détruire tout ce qui n'était pas préparé à son assaut. Dans son état actuel, l'atelier ne résisterait pas à la première grosse chute de neige. Et Nolan savait à quel point une pensée laissée seule, sans tâche pour l'anesthésier, pouvait se transformer en une arme contre lui. Dans sa tête revenaient sans cesse les mêmes images, les mêmes sons, et l'odeur tenace du sable brûlé. Le travail était le seul remède qui fonctionnait. Il avait besoin d'être épuisé, pas juste physiquement, vidé jusqu'au cœur même des os. Il enfila sa vieille veste en cuir brun par-dessus sa chemise de flanelle et pénétra dans le hangar principal. L'air y était glacial, suffisamment pour transformer sa respiration en nuage blanc. Zeus marchait à ses côtés, ses pattes glissant silencieusement sur le béton taché d'huile. Sa première tâche fut le toit. Il repéra un échafaudage roulant et le poussa en grinçant vers l'endroit où le métal ondulé avait été percé par des années de neige et de vent. Un cliquetis métallique résonnait dans le vaste hangar presque silencieux. Pendant des heures, Nolan grimpa dans les poutres d'acier, colmatant les trous les plus inquiétants. Ses mains gantées s'engourdissaient malgré ses efforts, mais il s'accrochait à son rythme, mesuré, coupé, scellé. Mesuré, coupé, scellé. Bientôt, la chaleur du travail remplaça celle que ses vêtements ne lui donnaient plus. Il retira sa lourde veste en cuir et la jeta sur un établi. La flanelle suivit, le laissant en simple t-shirt gris, déjà imbibé de sueur malgré le froid persistant. Le tissu se colla entre ses omoplates, mais il continua. Le travail le purifiait. Le travail le libérait. Zeus observait tout. Il était l'ombre de Nolan, un témoin silencieux d'une sorte de rituel. Quand Nolan déplaçait l'échafaudage, Zeus se levait et le suivait. Quand Nolan s'arrêtait pour boire une gorgée d'eau, Zeus se penchait vers son bol en acier pour l'imiter. Il ne parlait pas, mais sa présence disait tout, « Je suis là ». Mais au fil de la journée, quelque chose changea. Cela commença soudainement. Nolan était au sol, triant une pile de bois pourri, quand il réalisa que Zeus ne se tenait plus derrière lui. Un réflexe. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Le chien se trouvait à près de 20 mètres, près du mur du fond de l'atelier, exactement là où le petit bureau rejoignait le bâtiment principal. Il reniflait intensément l'angle, le museau pressé contre la paroi. « Zeus, viens ici », lança Nolan. Le chien l'ignora complètement. Il restait immobile, absorbé par quelque chose que Nolan ne voyait pas. Il soupira et retourna à son tri. Zeus avait un flair impeccable. Il sentait sans doute des souris, ou peut-être un raton laveur qui avait élu domicile dans les murs. Rien d'inquiétant. 1 heure plus tard, il leva de nouveau les yeux. Zeus n'avait pas bougé. Il était assis maintenant, fixant le mur avec une intensité presque humaine. Le coin était encore plus affreux que le reste, une grande cheminée en fonte, grossièrement murée avec des briques et un mortier maladroit, posée là comme un secret mal dissimulé. « C'est quoi, mon garçon ?» demanda Nolan en s'approchant. Zeus leva les yeux vers lui, poussa un souffle grave, puis appuya de nouveau son museau contre les briques. Nolan passa la main sur la surface froide. Rien. Juste un mur. Alors que Nolan bataillait avec les gigantesques portes du garage, essayant de les isoler avec d'énormes plaques de fibres de verre, Zeus se dirigea droit vers la cheminée murée. Il s'y coucha devant, la tête entre les pattes, les yeux grands ouverts, fixant les briques sans cligner. « Tu me fais flipper, tu sais », lança Nolan, dont la voix résonna faiblement dans l'atelier vide. La nuit suivante fut agitée. Le vent semblait se faufiler par chaque fissure, comme si la bâtisse entière respirait avec peine. Nolan sentit l'inquiétude monter en lui. Quelque chose n'allait pas. Le 3e jour, l'incident se produisit. Il essayait de remplacer une vitre cassée, ses doigts engourdis refusant d'obéir. Sa patience s'effritait, tout comme sa chemise grise désormais raide de sueur et de poussière. Et soudain, un son nouveau traversa l'atelier. Ce n'était ni un aboiement, ni un gémissement. C'était un grondement profond, venu du thorax,
un avertissement animal brut qui semblait faire vibrer l'air. Nolan se figea. Zeus ne grondait ainsi que lorsqu'un danger était réel. « Zeus, silence !» ordonna-t-il d'une voix dure. Le grondement cessa. Mais fut remplacé par un autre bruit. Un raclement sec. Des griffes contre la pierre. Nolan laissa tomber ses outils et descendit de l'échelle d'un pas furieux. J'ai dit « stop ». Mais Zeus était debout, le corps rigide, les pattes avant grattant le sol juste là où la cheminée murée rencontrait le béton. Ce n'était pas une agitation nerveuse. C'était ciblé. Calculé. « Mais qu'est-ce qui te prend ?» marmonna Nolan en attrapant le collier de Zeus. Le chien résista, planta ses pattes, leva les yeux vers Nolan avec une intensité urgente, presque désespérée. Puis il baissa le museau, gratta 2 fois exactement le même point. Ce n'était pas du hasard. C'était un message. D'accord, souffla Nolan, relâchant le collier. Montre-moi. Il s'agenouilla, grognant lorsque ses genoux touchèrent le béton glacé. À l'endroit exact où Zeus avait insisté, il distingua une fissure presque invisible dans le sol. Une simple ligne, l'une de ces milliers d'imperfections qu'on ne remarque jamais dans un bâtiment aussi ancien. Il écarta doucement Zeus du museau. « Laisse-moi regarder. » Il se pencha, le visage à quelques centimètres du sol. Il la sentit immédiatement. Une bouffée d'air froid. Provenant d'en dessous. Ses instincts se mirent en alerte. Il sortit son multi-outil et gratta la fissure, dégageant des années de poussière. La ligne devint plus nette, plus sombre. Puis, il inspira. Et l'odeur le frappa de plein fouet. Une odeur impossible. Une odeur qui ne pouvait exister ici. Pas celle de rongeur. Ni de pourriture. Non. C'était l'odeur d'une machine endormie. Les souvenirs militaires de Nolan se réveillèrent instantanément. Il identifia les parfums sans effort. La morsure chimique, douce et agressive, du carburant d'aviation. Sous elle, le parfum cireux et lourd de la cosmoline, utilisé pour protéger le métal de la rouille. Et enfin, l'odeur profonde et huileuse d'un moteur froid et du cuir vieilli. La sainte trinité de la conservation mécanique à long terme. Nolan recula brusquement, s'arrêtant assis sur le sol, le cœur cognant contre ses côtes. Ces odeurs n'auraient pas dû exister. Elles auraient dû disparaître il y a 30 ans. Pour qu'elles soient aussi nettes, aussi présentes, il fallait une source scellée, toute proche. Il repensa soudain aux paroles de Mr. Preston. Il a construit cet atelier sur l'ancien bunker de défense civile de la ville. Nolan tourna la tête vers Zeus. Le chien était assis calmement maintenant, la respiration régulière, la queue frappant le sol d'un unique coup, satisfait. Il avait accompli sa mission. Nolan regarda de nouveau le mur. Le courant d'air froid s'échappait toujours de la fissure. Avec lui, l'odeur du passé. Le bunker n'était pas un mythe. Il était là. Et il n'était pas vide. Il resta un long moment à genoux, la morsure glacée du béton traversant son jean. L'odeur qui montait du sol n'était pas un souvenir. C'était une preuve. Zeus attendait, tranquille. La suite lui appartenait. Nolan se releva enfin, l'esprit soudain clair, précis, entièrement absorbé par ce nouveau mystère. La peur et la fatigue s'effacèrent, remplacés par l'instinct d'un homme fait pour résoudre des problèmes. Il était mécanicien. Il était soldat. Il savait comment on construisait les choses et comment on les cachait. Son regard se posa sur la cheminée grossièrement murée. C'était laid. C'était bâclé. C'était une porte déguisée. Et il allait l'ouvrir. Nolan avait compris, dès la première seconde, qu'il avait été dupé. Le faux mur n'était qu'un leurre, une diversion grossière que Hawthorne, homme trop méthodique pour improviser, n'aurait jamais laissé au hasard. Pourtant, la seule manière d'en être certain était de vérifier. Alors il retourna à son vieux pick-up, en tira une masse lourde et un long pied de biche en acier, enfila ses lunettes de protection, recula d'un pas et abattit le marteau. Le choc fut sec, violent, résonnant dans le hangar vide comme un coup de tonnerre enfermé entre des murs de tôle. Le mortier ancien se pulvérisa en poussière, et Nolan se mit au travail avec une minutie presque ascétique. Pas de colère, pas de rage aveugle. Seulement un but, découvrir la vérité, pierre après pierre. Zeus observait depuis une distance prudente,
la tête légèrement inclinée, son regard d'ambre suivant chaque geste de son maître. Et comme Nolan l'avait anticipé, derrière les briques disjointes il n'y avait rien. Juste un mur de béton brut, épais, impénétrable, renforcé de barres d'acier. Une impasse totale. Le foyer, soigneusement construit, n'était qu'un décor de théâtre. Nolan laissa tomber la masse. Sa respiration était lourde, son t-shirt gris collé à son dos glacé. Il sentit le regard de Zeus fixé au sol, insistant, comme pour lui dire qu'il n'avait pas encore trouvé la véritable piste. D'accord, mon grand Dieu avait raison depuis le début. Il revint à la mince fissure qu'il avait repérée la veille. Leur unique indice. Il s'agenouilla, gratta la saleté accumulée avec l'extrémité du pied de biche. La fissure était trop droite, trop nette, comme tracée au cordeau. Et elle menait directement à un disque circulaire en fonte, parfaitement encastré dans le béton. Cela ressemblait vaguement à une grille d'égout d'une trentaine de centimètres de diamètre. Mais c'était un mensonge, encore un. Il n'y avait aucune canalisation dans cette aile du bâtiment. Nolan glissa l'extrémité tranchante du pied de biche dans le jeu minuscule entre la fonte et le béton, puis pesa de tout son poids. Le métal grinça, protestant avec un cri aigu, mais ne céda pas. Rouillé. Soudé par les décennies. Non, tu ne vas pas me résister, grogna Nolan entre ses dents. Il reprit appui, modifia l'angle, força encore. Et soudain, un claquement sec retentit. Le joint céda. Le couvercle se souleva. Nolan laissa échapper un souffle tremblant, jeta le pied de biche, et souleva à deux mains le lourd disque de fonte. Il dirigea aussitôt la lampe torche vers le trou. Ce n'était pas une canalisation. C'était un puits d'accès en béton, sec comme de la pierre de tombe, profonde à accent grave peine 1 mètre. Mais ce qui importait, ce n'était pas le trou, c'était ce qui se trouvait sur le côté, dissimulé sous le niveau du sol. Un mécanisme. Le véritable système. En fonte rouge, parfaitement conservé, un volant rotatif semblable à ceux des sas de sous-marins. À côté, un long levier d'acier verrouillé en position haute. Du matériel militaire. Du matériel de la guerre froide. Nolan sentit une étrange forme de respect l'envahir. « Colonel, vous ne vouliez vraiment pas de visiteurs. » Il descendit dans la fosse étroite et posa ses mains sur la roue rouge. Elle était figée, glacée, soudée par le temps. Il s'arc-bouta, les pieds contre le mur, tira de toutes ses forces. Rien. Comme si le volant faisait corps avec le béton qui l'entourait. Il remonta, fouilla dans les outils qu'il avait utilisés sur le toit, et prit un long tube métallique creux. De retour dans la fosse, il l'enfila sur un rayon du volant pour fabriquer un bras de levier improvisé. Puis il inspira profondément, appuya de tout son corps. Le tube se courba, gémit. Et au cœur du mur, un craquement métallique retentit. Les filets venaient de se rompre. Le volant tourna d'un centimètre, puis d'un autre, dans un grincement de métal sec. Nolan poussa encore. Encore. Chaque mouvement était un combat. Ses épaules brûlaient, ses mains tremblaient. La sueur coulait sur son front, gelant en perles glacées sur le béton. Après de longues minutes de lutte, le volant atteignit sa position finale. Il ne pouvait plus aller plus loin. Il s'attaqua alors au levier. Cette fois, à sa grande surprise, il descendit avec une facilité presque dérangeante. Un souffle hydraulique profond, venu du sol lui-même, résonna dans toute la pièce. Nolan remonta aussitôt, saisit Zeus par le collier, recula instinctivement. En arrière, garçon. Ils se placèrent au centre de l'atelier. Nolan braqua la lampe au sol. Son cœur battait comme un marteau sur une enclume. Pendant 30 secondes, rien ne bougea. Puis survint un grondement sourd, tellement profond qu'il vibrait dans les os plus qu'il ne s'entendait. Le son d'un poids colossal se mettant en mouvement. Sous les yeux de Nolan, une dalle de 10 pieds par 10, entière, massive, glissa latéralement, s'enfonçant millimètre après millimètre sous le plancher. Un système de contrepoids d'une ingénierie presque irréelle. Hawthorne avait bâti une véritable porte secrète. Et l'ouverture se poursuivit, lente, inexorable, jusqu'à révéler un carré noir, parfaitement noir, au milieu de l'atelier. Une odeur monta, dense, saisissante, un mélange d'huile, de métal, de cuir, et ce parfum étrange du temps conservé dans la pénombre. Nolan avança, s'arrêta au bord du gouffre.
Il dirigea sa lampe vers le bas et le faisceau disparut dans le vide. Ce n'était pas une pièce. C'était un escalier en colimaçon, entièrement en acier. Étroit. Descendant droit dans l'abîme. Le faisceau de la lampe perdait sa force avant même d'en apercevoir le fond. Un voile de froid lui traversa la poitrine. L'air se fit plus mince. Le hangar, pourtant immense, sembla soudain se refermer autour de lui. Sous ses pieds, invisibles, des tonnes de terre. Un plafond écrasant. Et un souvenir qui revenait, brutal, brûlant, un autre trou. Du sable. Des cris. Le claquement sec d'un souffle coupé. Il recula d'un pas. Un vertige. Il ne pouvait pas descendre. Pas là-dedans. Pas dans un tombeau. Alors il regarda Zeus. Le chien ne montrait aucune hésitation. Aucune peur. Son corps était tendu, mais pas terrorisé, attentif. Professionnel. En mode travail. Ses oreilles droites, ses narines frémissantes, ses yeux fixés sur l'obscurité, comme si quelque chose, en bas, l'appelait. Il poussa un bref gémissement. Pas de panique. De la curiosité. Puis il fit un pas. Posant sa patte sur la première marche. Le métal tinta sous ses griffes. Un autre pas. Il se tourna vers Nolan, l'invitant silencieusement. La honte piqua Nolan au cœur. Son compagnon lui montrait la voie. Et lui, l'humain, reculait devant l'ombre. Il respira profondément, sentit l'air glacial de l'ouverture lui brûler les poumons. Très bien, dit-il doucement. Tu montres la route, je te suis. Il remonta la fermeture de sa veste de cuir, vérifia sa lampe, posa une main sur la tête de Zeus. Un geste simple, mais lourd de sens, un pacte silencieux. Puis il mit le pied sur la première marche. Ils descendirent ensemble. La lumière grise du hangar s'éteignit derrière eux, engloutie par la noirceur mécanique du sous-sol. La dalle, au-dessus, se referma lentement, dans un grondement continu. Jusqu'à ce que la dernière parcelle de lumière disparaisse, les plongeant dans une nuit totale, percée seulement par le faisceau tremblant de la lampe. L'escalier se révélait plus qu'un simple passage, c'était un tube d'acier étroit, étouffant, qui descendait en spirale dans les entrailles de la Terre. À chaque pas, la lumière oscillait, dessinant des cercles vacillants sur les parois. Le vent immobile sentait le métal, la poussière ancienne et une odeur stagnante, presque minérale. Nolan sentit son cœur cogner contre ses côtes. L'air était froid, sec, presque trop fin. La dalle au-dessus avait scellé le monde extérieur, coupant tout échappatoire. Le silence était si profond que même sa respiration paraissait déplacée. Zeus, pourtant, avançait sans hésiter. Ses griffes faisaient un bruit sec et régulier sur les marches, tink, tink, tink. Ce rythme devint l'encre de Nolan, la seule chose stable dans cet espace qui avalait la lumière et le son. « Je suis juste derrière toi, mon garçon », murmura-t-il, sa voix résonnant étrangement. Ils descendirent longtemps. 50, 60, peut-être 70 marches. La main de Nolan crispée sur la rampe glaciale devint engourdie, presque insensible. Il commençait à croire que l'escalier ne finirait jamais lorsque Zeus posa soudain ses pattes sur une surface plane. Le son de ses griffes se tut. Ils étaient arrivés. Nolan sentit le sol sous ses bottes, du béton lisse. Solide. Immobile. Il leva sa lampe. Et ce qu'il vit devant lui n'appartenait plus au monde ordinaire. La lumière ne heurta pas un mur. Le faisceau de la lampe de Nolan jaillit droit devant lui, se perdant dans une immensité obscure qui semblait avaler chaque photon. C'était comme pointer une simple lampe stylo vers un ciel sans lune, une noirceur totale, insondable, presque vivante. La claustrophobie qui lui avait serré la poitrine jusqu'ici se dissipa instantanément, remplacée par une autre terreur, une sorte d'agoraphobie soudaine devant un espace si vaste que même son imagination n'arrivait pas à en cerner les contours. Il avança de quelques pas, le souffle suspendu. L'air qui emplissait cet abîme souterrain n'était pas humide comme celui d'un bunker abandonné, il était parfaitement sec, froid, presque stérile. Cet endroit n'avait rien d'un abri de fortune. C'était autre chose. Un sanctuaire. Un coffre-fort. Un monument secret. Il balaya l'espace d'un mouvement large de son faisceau, et soudain, il les vit. Alignés en rangées impeccables, disciplinés comme une armée endormie,
se dressaient des formes gigantesques couvertes de lourdes bâches de toile sur mesure. Certaines avaient la taille d'un camion, d'autres celle d'une petite maison. La logique pragmatique de Nolan, son esprit forgé par des années de travail manuel, par la guerre, par la survie, il refusa d'abord d'accepter ce qu'il voyait. Il s'approcha de la première masse. Zeus marchait à ses côtés, silencieux, la tête haute, reniflant cet air étrange, dépourvu de toute odeur naturelle. La silhouette devant lui était longue, élégante même sous la toile. Nolan leva une main tremblante, ses doigts serrés dans des gants de cuir usé, et toucha la bâche. La matière était épaisse, rigide, couverte d'une poussière très fine, comme si personne ne l'avait effleurée depuis des décennies. Il trouva une couture, tira. La bâche résista, puis glissa brusquement dans un froissement assourdi. Le faisceau de lumière se posa alors sur un fuselage d'aluminium poli, riveté avec une précision presque artistique. Nolan eut un hoquet étouffé. Il suivit la courbe meurtrière et gracieuse de l'appareil jusqu'à la verrière, un dôme parfait de verre encore brillant, puis jusqu'aux 4 pales du propulseur, encore recouverte d'une fine couche de graisse protectrice. Il murmura, incrédule. Non, c'est impossible. Devant lui se tenait un PL-51 Mustang. Un vrai. Pas une réplique, pas une maquette restaurée à la hâte pour un salon aérien, un authentique chasseur de la Seconde Guerre mondiale, préservé dans un état que même un musée national aurait envié. Il remarqua que les ailes avaient été retirées, soigneusement posées sur des chariots d'acier faits sur mesure, afin que l'appareil puisse tenir dans cet espace colossal. Il recula, chancelant, laissant retomber la toile. Ses jambes se dérobèrent presque sous lui. Il devait vérifier. Il s'élança vers la forme suivante, le cœur battant, la lampe tremblant dans sa main. Il tira une autre bâche, puis encore une autre. Les ailes elliptiques étaient sans équivoque. Un Spitfire. Camouflage d'origine. Poussière intacte. Il courait maintenant, l'adrénaline bourdonnant dans ses oreilles, son faisceau fouettant les ténèbres comme une lame. Il tirait les toiles l'une après l'autre, chaque découverte plus irréelle que la précédente. Puis il tomba sur une série de caisses de bois massives, marquées de logos militaires délabrés datant des années 1950. Il sortit instinctivement le pied de biche qu'il gardait à la ceinture. Le grincement strident des clous arrachés résonna dans le silence comme un cri arraché au passé. À l'intérieur, niché dans la paille et le papier gras, reposait un moteur. Un moteur immaculé. Un Rolls-Royce Merlin flambant neuf. Le cœur même des Mustangs et des Spitfire. Nolan s'effondra au sol, le souffle court, la lampe pointant inutilement vers le béton. Ce n'était pas une collection. C'était une vie entière. Une obsession. Une dévotion qui dépassait tout entendement. Zeus le poussa du museau, rappelant Nolan au présent. Comment? Souffla-t-il en caressant l'oreille du chien. Comment Osorn a-t-il pu faire descendre tout ça ici? Il connaissait la largeur du petit escalier en colimaçon, à peine assez large pour un homme et un chien. Rien à voir avec les tonnes de métal, les ailes démontées, les moteurs massifs. Il se releva. Il devait comprendre. Il traversa l'immense hangar, marchant si longtemps que le bruit de ses bottes devint sa seule compagnie. Enfin, son faisceau rencontra le mur du fond. De la tôle ondulée. Et au centre, il distingua un contour gigantesque. Un ascenseur cargo. Un monstre d'acier, au moins 12 mètres de large, 6 mètres de haut. De quoi descendre un camion entier ou un avion démonté au cœur de la Terre. Il s'en approcha. Le bâtiment était scellé. Non seulement verrouillé et soudé. Des cordons épais de métal fondu liaient les portes au cadre. De l'intérieur. Nolan leva la lampe vers le plafond, une plaque d'acier massif, elle aussi soudée. C'était l'entrée principale. C'était par là que tout était descendu, pièce par pièce, pendant probablement des décennies. Puis Osorn avait tout refermé. Comme un pharaon scellant sa tombe. Comme un gardien refermant son sanctuaire. Il avait enterré l'entrée sous des tonnes de terre et de gravier. Il avait effacé son secret du monde des vivants. Nolan se retourna, étourdi. Au loin, il aperçut un simple bureau en acier, une chaise, une lampe verte et un téléphone noir dont le fil avait été tranché. Et, à côté, un énorme registre relié en cuir. Il l'ouvrit. La poussière s'envola en nuages. Entrée du 14 octobre 1955 achat, bunker fédéral de défense civile, Silver Creek, Montana.
Nolan tourna les pages. 2 juin 1963 acquisition, PS51C Mustang, No. 42 à 339. État, correct. Transporté depuis Davis montant à FB. Encore une page. 11 novembre 1971 acquisition, Supermarine Spitfire Mk9, numéro MH434. Sauvé d'une ferme française. État, pauvre mais restaurable. Page après page, la vie entière du colonel se déroulait devant lui. Des dizaines d'avions sauvés de la casse, du désert, de l'oubli. 40 ans d'acharnement, de sacrifice, d'amour silencieux pour des machines qu'il considérait comme sacrées. Nolan ouvrit la dernière page. Une simple liste. 34 avions. Des centaines de pièces détachées. Et un chiffre. Valeur estimée, 100 millions $. Nolan s'assit brusquement sur la chaise, le métal froid traversant son jean et sa chemise de flanelle comme une lame. Il resta là, hébété, la lampe tremblant dans sa main. 100 millions $. Sous ses pieds. Dans un hangar secret qu'il avait acheté pour presque rien. Zeus posa sa tête lourde sur ses genoux, un ancrage silencieux dans l'obscurité impossible. Nolan inspira, tenta de remettre ses pensées en ordre. Son regard tomba sur un second carnet. Plus petit, relié dans une toile usée, craquelée. Un carnet de terrain. Il l'ouvrit. Ce ne sont pas des machines, commençait le premier passage. Ce sont les réceptacles des hommes qui les ont pilotés. Les témoins de leurs rêves et de leurs sacrifices. Les mots vibraient, portés par une écriture cursive élégante, d'un bleu délavé. Hawthorne parlait comme un prophète, comme un gardien d'un temple oublié. Il racontait comment, en 1946, il avait vu 1000 BE-17 fondus pour en faire des casseroles. Comment on avait détruit l'âme des héros. Comment il avait juré d'empêcher qu'on répète ce sacrilège. Nolan frissonna. Lui aussi avait vu des choses précieuses traitées comme des déchets. Il tourna la page. Le colonel évoquait les années 1970, l'ère des collectionneurs et de leur hangar privé, où les avions historiques devenaient des trophées peints de couleur criarde pour des caprices d'hommes riches. Nolan sentit une colère froide remonter. Il connaissait ce genre d'hommes sans les avoir rencontrés, posant dans des magazines, propriétaires de merveilles qu'il ne méritait pas. Hawthorne, lui, avait consacré sa pension, son héritage et 40 ans de sa vie à sauver ces icônes. Pas pour les posséder, pour les protéger. Puis, enfin, il arriva à la dernière entrée du carnet. Une écriture tremblée, vieillie, mais animée d'une détermination intacte. Ma collection est complète. Le hangar est scellé. Mon temps est compté. Je ne sais pas qui me succédera. Peut-être personne. Peut-être un agent du gouvernement, un banquier ou un héritier lointain qui ne verra que la valeur inscrite dans le registre. Mais peut-être que ce sera quelqu'un qui comprendra. Je ne les ai pas cachés par avarice. Je les ai dissimulés pour les protéger de la cupidité. Ils n'appartiennent pas à un homme. Ils appartiennent à tous. Si vous lisez ceci, si vous êtes celui qui a trouvé l'œuvre de ma vie. Je vous demande une seule chose, faites ce qui est juste. Pas de signature. Elle n'était pas nécessaire. C'était une transmission. Une bénédiction. Une responsabilité sacrée. Nolan referma le journal. Le silence du hangar n'était plus un silence de tombe. C'était celui d'une cathédrale de métal et de mémoire. Et lui, un homme sans le sou, vétéran brisé au bord de la faillite, était devenu malgré lui le nouveau gardien. Il murmura, comme pour vérifier que les mots existaient réellement. Faire ce qui est juste. Il pensa au monde extérieur. À son atelier glacé. À son toit qui fuyait. À son vieux camion dont la transmission rendait l'âme. À son compte bancaire presque vide. Il pensa à tout ce qu'il n'avait jamais eu. Et à tout ce qu'il venait de trouver. Zeus releva la tête et le fixa, ses yeux sombres emplis d'une compréhension muette. Nolan inspira longuement. Le poids de ce hangar, de ses trésors, de la demande du colonel, tout reposait désormais sur ses épaules. Une seule question demeurait, suspendue dans l'air froid. Qu'est-ce que faire ce qui est juste quand on tombe par hasard sur 100 millions de dollars enterrés sous ses pieds? Il ne savait pas encore la réponse. Mais il savait une chose. Sa vie venait de changer à jamais. La valeur assurée finale indiquée sur la page semblait irréelle, 100 millions de dollars.
Le chiffre, illuminé par le faisceau étroit de la lampe de Nolan, vibrait presque comme une hallucination. 100 millions, une somme si colossale qu'elle cessait d'être un nombre pour devenir une abstraction, une montagne de zéro que son esprit, habitué à calculer le prix des croquettes de Zeus et le coût de l'essence, était incapable de saisir. Nolan demeura immobile dans la chaise d'acier du colonel, le froid métallique traversant son jean et sa chemise en flanelle rouge et bleue comme un courant glacial. Zeus, percevant la paralysie de son maître, posa doucement sa lourde tête sur son genou, un geste simple, chaleureux, mais qui, dans cet instant, devint une ancre. « Ce n'est qu'un nombre, Z, murmura-t-il d'une voix rauque, sans y croire lui-même. Il détourna les yeux du registre, cette liste froide et implacable, pour les poser sur l'autre objet posé sur le bureau. Un livre, mais bien différent, plus petit, relié non pas en cuir neuf, mais dans une toile épaisse et craquelée comme si elle avait traversé un champ de bataille. C'était un journal de terrain. Il le saisit avec précaution. Ses gants laissaient des traces claires dans la poussière accumulée. Lorsqu'il ouvrit la couverture, il s'attendait à lire une liste, une chronologie, un inventaire. Mais la première page était autre chose, un manifeste. L'encre, d'un bleu assombri par les ans, formait une écriture cursive élégante, ferme, issue d'une époque révolue. Ce ne sont pas des machines, commençait le texte. Ce sont les vaisseaux des hommes qui les ont pilotés. Elles portent leurs rêves, et elles ont été les témoins de leurs sacrifices. J'ai vu ce que le monde leur a fait après la guerre. En 1946, j'ai regardé 1000 Flying Fortress fondre dans les usines, réduites à de simples blocs d'aluminium. J'ai vu des héros démembrés pour devenir des casseroles et des poêles. J'ai juré que cela n'arriverait plus jamais. Nolan sentit une étrange froideur, non pas celle du hangar, mais celle d'une vérité intérieure qu'il connaissait trop bien. Lui aussi avait vu des choses précieuses traitées comme des déchets. Il tourna la page. Le journal racontait ensuite les années 1970, l'arrivée d'une nouvelle sorte de vautour, non plus les ferrailleurs, mais les collectionneurs. Des hommes aux poches sans fond, qui considéraient les avions non comme des fragments d'histoire mais comme des trophées. Ils les achetaient, les enfermaient dans des hangars privés où la lumière ne pénétrait jamais. Ils les repeignaient dans des couleurs criardes, historiquement fausses, puis les faisaient voler une fois l'an comme des bêtes de cirque. Ils vidaient lentement l'âme de ces géants. Le souffle de Nolan se fit plus court. Il n'avait jamais rencontré ces hommes, mais il les connaissait. Il les avait vus dans les magazines, le sourire figé, posant dans des cockpits qui auraient dû se trouver dans des musées. Hawthorne, lui, avait tenté de les sauver tous. Page après page, Nolan lisait le récit douloureusement précis de chaque récupération. Le colonel y avait consacré la totalité de sa pension militaire, son héritage, et 40 années de sa vie. Il avait bâti ce tombeau climatisé non pour s'approprier ses avions, mais pour les protéger. Puis vint la dernière entrée. L'écriture tremblait légèrement, ravagée par l'âge, mais l'intention, elle, restait d'une dureté de métal. La collection est complète. Le hangar est scellé. Mon temps est compté. Je ne sais pas qui découvrira ceci. Peut-être personne. Peut-être un fonctionnaire, un banquier, un parent éloigné qui ne verra que le montant inscrit dans le registre. Mais peut-être quelqu'un qui comprendra. Je ne les ai pas cachés par cupidité. Je les ai cachés pour protéger leur âme de la cupidité des autres. Elles n'appartiennent pas à un homme. Elles appartiennent à tous. Si vous lisez ceci, si vous êtes celui qui a trouvé le travail de ma vie, je vous demande seulement une chose, faites ce qui est juste. Aucune signature. Elle était inutile. Le texte lui-même était un héritage, un flambeau tendu à un inconnu. Nolan referma le journal. Le silence du hangar n'était plus celui d'un tombeau, c'était celui d'un sanctuaire. Et il, Nolan Whitford, en était devenu le gardien malgré lui. Il se laissa retomber contre le dossier de la chaise, sentant sur ses épaules la lourde cape de cette nouvelle réalité. Faire ce qui est juste. Mais que signifiait réellement cette injonction? Il pensa à sa vie au-dessus de ce sol, un atelier glacé, un toit qui fuyait, un vieux pick-up dont la transmission pouvait rendre l'âme n'importe quel jour. Il pensa à son compte bancaire, à sa pension minuscule qui survivait à peine au mois. 100 millions. Avec 1% de cela, il pourrait s'acheter une petite maison chaude, bien isolée, avec un vrai chauffage. Il pourrait offrir à Zeus de la nourriture de qualité, un lit orthopédique pour ses hanches douloureuses. Il pourrait vivre sans avoir peur de tomber dans la pauvreté chaque matin.
Il serait en sécurité. Et il suffisait d'en vendre un seul. Un seul avion. Son regard se posa sur le Mustang recouvert d'une bâche. Cette machine, à elle seule, valait plusieurs millions. Il pourrait la vendre à un collectionneur en Europe ou au Moyen-Orient. Personne dans Silver Creek ne saurait jamais rien. Mr. Preston était vieux, il ne verrait jamais ce qui se cachait sous ses pieds. Le colonel Hawthorne, lui, n'était déjà plus de ce monde. Qui cela blesserait-il vraiment? Nolan se leva d'un bond, sa chaise grinçant brutalement contre le béton. Zeus sursauta. Nolan se mit à marcher nerveusement, tournant sur lui-même devant le bureau comme un animal pris au piège. Il n'était venu ici que pour disparaître du monde, pour s'enfuir loin d'une société qui l'avait broyé. Mais le monde, d'une ironie cruelle, venait de lui confier une responsabilité plus grande que tout ce qu'il avait affronté depuis des années. Ce n'était pas un trésor. C'était un fardeau. Il me demande de faire ce qui est juste, dit-il à Zeus, juste pour entendre sa propre voix. Quelle chose terrible que de demander cela à un homme comme moi. Il voyait déjà l'ironie, Hawthorne, riche, déterminé, noble, avait sacrifié sa fortune pour sauver ses avions. Et lui, Nolan, un homme sans rien, était le premier à les découvrir et sa première pensée avait été de les vendre. Il serait exactement le genre d'homme que le colonel méprisait. Il s'approcha du Spitfire, tira la bâche, et posa sa main nue sur la carlingue glacée. Sous ses doigts, il sentait les rivets, la peau de métal, le corps d'une machine qui avait traversé le feu. Des gamins, à peine sortis de l'adolescence, avaient volé dans ce cockpit, la mort accrochée à leurs ailes. Ils avaient peur, ils avaient été courageux. Cette machine avait vu l'héroïsme nu. Hawthorne avait raison. Ces avions avaient une âme. Il veut un musée, souffla Nolan. Il veut que les gens les voient. Il eut un rire bref, amer, étouffé dans l'immensité du hangar. Un musée à Silver Creek. Un village de 50 habitants. Une économie inexistante. Qui le financerait? Qui le gérerait? Lui? Il n'était qu'un soldat brisé, un homme qui ne supportait même plus d'aller dans une épicerie. La demande du colonel était délirante, aussi démesurée que sa collection. Le froid semblait se resserrer autour de lui. Un froid profond, venu non pas de l'air, mais du métal qui l'entourait. Il était coincé, pris entre une fortune qu'il ne pouvait moralement voler, et un devoir qu'il ne se sentait pas capable de porter. « On s'en va, Z, dit-il d'une voix lourde. Je ne peux pas réfléchir ici. Il ralluma sa lampe et se dirigea vers la fine ligne verticale où se trouvait l'escalier en colimaçon. Zeus marchait à ses côtés, tête baissée, ressentant chaque nuance de la tempête intérieure de son maître. Lorsque Nolan posa le pied sur la première marche, il comprit quelque chose, il n'était plus seulement un fugitif de son propre passé. Il était désormais l'héritier d'un fantôme de 100 millions de dollars, et ce fantôme lui demandait l'impossible. Nolan ne retourna pas dans le hangar pendant 2 jours. Il referma soigneusement la trappe, remit le couvercle en fonte, et rejeta de la terre pour cacher la roue rouge. Mais il ne put pas se résoudre à reboucher la fausse cheminée. Il tenta de reprendre le travail, de replonger dans la routine simple du bricolage, marteler, réparer, isoler. Mais rien n'était plus pareil. Sous ses pieds vibrait un secret de 100 millions de dollars, une présence silencieuse, presque moqueuse. Chaque coup de marteau, chaque panneau d'isolant qu'il clouait, lui paraissait ridicule. Il était un homme pauvre vivant au-dessus d'une fortune. Un homme gelé dans un hangar alors qu'il était, techniquement, multimillionnaire. La 3e nuit, le temps changea brutalement. Le vent, jusque-là un simple sifflement obstiné, devint une bête furieuse. Il s'engouffrait dans chaque interstice du bâtiment, hurlait à travers les plaques de métal. Une vague glaciale descendue de l'Arctique avait englouti Silver Creek, plongeant le village dans un froid dangereux. Nolan et Zeus s'étaient repliés dans le petit bureau. Un radiateur électrique rougeoyait faiblement, incapable de lutter contre l'air mordant. Même à l'intérieur, Nolan gardait sa veste en cuir et voyait son souffle. Il vérifiait les joints de la fenêtre quand il entendit un bruit derrière lui. Pas un aboiement. Pas un grondement. Un son bref, brisé, un gémissement aigu, chargé d'une douleur soudaine. Nolan se retourna violemment. Zeus? Le chien tentait maladroitement de se lever sur le lit de camp. Ses pattes arrière refusaient de répondre. Il glissait, ses griffes raclant le tissu dans une lutte désespérée. Un autre gémissement lui échappa,
plus haut, presque paniqué, et Nolan sentit quelque chose en lui se déchirer. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Il se précipita vers lui, posant ses mains sur les flancs du chien, cherchant à comprendre. Zeus tremblait de tout son corps. Ses muscles s'étaient contractés si fort qu'il semblait prêt à se rompre. Nolan se pencha vers lui, sa voix basse, presque brisée. « Ce sont tes hanches, n'est-ce pas, mon vieux ?» Le froid mordant avait envahi l'atelier durant la nuit, s'infiltrant dans les moindres fissures et jusque dans les articulations usées du chien. La dysplasie qu'il avait accompagnée toute sa vie, ce compagnon silencieux et douloureux que Zeus avait toujours porté avec la dignité d'un soldat blessé, s'était déclaré cette fois avec une violence nouvelle. Ce n'était plus un inconfort. C'était une torture. « D'accord mon grand, on va chez le vétérinaire. » Nolan glissa les bras sous le corps massif du berger allemand. À 90 livres, Zeus était un poids mort difficile à manœuvrer, mais le véritable choc vint du cri qui échappa au chien lorsqu'il fut soulevé, un son aigu, presque humain, qui transperça Nolan comme une lame. Sa mâchoire se crispa. « Je sais, Ed, je te tiens, ça va aller. » La tempête poussait contre eux, arrachant des lambeaux de neige et de glace qui fouettaient leurs visages. Nolan lutta contre le vent pour atteindre la vieille camionnette Chevrolet. Le moteur toussa, octa, se réveilla puis s'éteignit. Nolan tourna la clé encore, et encore. Au 4e essai, dans un dernier sursaut mécanique, le véhicule vibra et se stabilisa. Le trajet jusqu'au bourg voisin, 20 minutes sur la carte, une éternité dans la réalité, se déroula dans un silence tendu. Chaque secousse de la route arrachait un léger gémissement à Zeus. Nolan conduisait crispé, les yeux fixant la route gelée mais l'esprit prisonnier d'une seule peur, arriver trop tard. La clinique vétérinaire baignait dans une lumière blanche presque irréelle lorsque Nolan poussa la porte avec son épaule, Zeus dans les bras. La docteure Emily Thorne, une jeune femme au geste sûr, aux yeux calmes derrière des lunettes ovales, accourut aussitôt. « Ses hanches » expliqua Nolan d'une voix trop contrôlée pour être naturelle. Il a toujours eu un peu de dysplasie mais jamais comme ça. Elle passa ses mains le long des articulations du chien, ses doigts précis, méthodiques, presque maternels. Zeus ne protesta pas, il haletait seulement, couché sur la table de métal, trop accablé par la douleur pour bouger. Le froid a provoqué une poussée inflammatoire sévère, murmura la vétérinaire. Il souffre énormément. Il faut faire des radiographies. L'attente fut un supplice. Le tic-tac de l'horloge résonnait dans la salle comme un compte à rebours vers une sentence annoncée. Lorsque la docteure revint, ses yeux confirmèrent avant même ses mots ce que Nolan redoutait. Les clichés sont clairs, c'est une dysplasie bilatérale sévère. Le froid a déclenché une inflammation massive. Pour être franche, il est en agonie. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Demanda Nolan, même si une part de lui connaissait déjà la réponse. À long terme, il aurait besoin d'un remplacement complet de la hanche. C'est la seule solution définitive. À court terme, on peut lui donner des anti-inflammatoires très puissants. On peut aussi pratiquer une intervention palliative pour soulager la pression mais ce n'est pas durable. Et ce n'est pas donné. Elle consulta le dossier. Pour l'opération et les 3 premiers mois de médicaments, environ $3000. 3000. Le chiffre tomba sur Nolan comme un effondrement. 3000, pour quelqu'un comme lui, c'était l'équivalent de 3 millions. Dans son compte courant, il restait à peine de quoi acheter des croquettes et de l'essence. Il sentit le sang quitter son visage. « Je n'ai pas ça », avoua-t-il, la gorge sèche, le goût amer de la honte lui brûlant la bouche. La docteure posa une main compatissante sur le dossier. « Je peux lui faire une injection de stéroïdes très puissante pour aujourd'hui. Elle le soulagera pendant 24 à 48 heures mais après, il aura besoin de l'opération, Nolan. » Sans ça. Elle n'acheva pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Nolan régla l'injection avec sa carte de crédit, sachant pertinemment qu'il serait incapable de rembourser la facture. Il ramena Zeus, lourd et groggy, jusqu'à la camionnette. L'animal s'endormit avant même qu'il ne franchisse la sortie de la ville, son souffle enfin paisible. Le retour au hangar fut silencieux. La nuit glaciale s'était installée comme une ombre hostile. Nolan installa Zeus sur la couchette et le recouvrit avec toutes les couvertures disponibles. Le chien dormait profondément, son visage apaisé trahissant l'illusion parfaite d'un répit. Un répit qui durerait 48 heures. Pas plus. Nolan resta debout devant lui, les poings serrés, son esprit un chaos de frustration et d'injustice.
Sous son atelier se trouvait une collection d'une valeur de 100 millions de dollars. 100 millions. Et pourtant, il ne pouvait même pas sauver son chien. La phrase du colonel Hawthorne lui revint, implacable, « Fais ce qui est juste. » Juste pour qui? Pour un mort? Ou pour le seul être vivant qu'il aimait sans condition? Il se mit à marcher, incapable de rester immobile. Il savait ce qu'il ne pouvait pas faire, vendre un avion. Un avion nécessitait des mois, des négociations, des acheteurs clandestins, un transport impossible. Il lui fallait de l'argent immédiatement. Ce soir. Demain au plus tard. Puis son regard se fixa sur un détail du hangar. Le plancher. La trappe dissimulée. Le bureau du colonel. Les caisses. Il se souvint d'un objet précis, un petit coffre, rempli de matériel de vol d'époque, veste en cuir, casque, documents dont des carnets de vol. Les carnets personnels de pilote. Certains appartenant peut-être à des légendaires. Un seul de ces carnets pouvait valoir des milliers de dollars auprès de collectionneurs clandestins. C'était petit, discret, transportable. Et vendable rapidement. Son cœur accéléra. Ce serait du vol. Une trahison. Une profanation de la confiance qu'Hawthorne lui avait léguée. Il tourna la tête vers Zeus, endormi paisiblement sous l'effet du sédatif. « Je dois le faire, Zed, c'est pour toi, souffla-t-il, la voix cassée. Il saisit la lampe torche et le pied de biche. Ses mains tremblaient tandis qu'il ouvrait la trappe, libérait les mécanismes, tirait le levier. Le grondement sourd du passage s'ouvrit sous ses pieds, révélant la spirale d'acier qui descendait vers le hangar secret. Mais cette fois, Nolan ne ressentit aucune magie. Aucune fascination. Seulement le jugement glacé de l'air souterrain, lourd comme un reproche. Il traversa le hangar aussi vite que possible, sa lumière braquée sur le sol pour éviter de croiser les silhouettes des avions. Ces géants silencieux semblaient l'observer comme des témoins d'un acte indigne. Arrivé au bureau, il ouvrit le tiroir, saisit une pile de carnets de vol reliés de toile. Le premier portait l'insigne de la 8th Air Force. Ses doigts tremblaient tellement qu'il faillit laisser tomber la lampe. C'était mal. Tout son être le savait. Il n'était pas un voleur. Et pourtant, il en devenait un. Il glissa le carnet sous sa chemise de flanelle, contre sa peau. Il sursauta, la couverture froide lui semblait presque brûlante. Il s'enfuit. Grimpant les marches 4 à 4, essoufflé, paniqué. De retour dans l'atelier, il referma la trappe dans un geste nerveux. La pièce lui parut soudain trop petite, étouffante. Le poids du carnet sous sa veste l'oppressait. Z. Il se tourna vers la couchette. Zeus s'était réveillé. Le chien n'avait pas bougé rapidement, mais il observait Nolan avec une attention intense, une lecture silencieuse, profonde, instinctive de la souffrance humaine. Il força son vieux corps douloureux à glisser hors du lit. Non. Reste allongé. Ordonna Nolan, alarmé. Zeus ignora l'ordre. Il vacilla, posa sa patte arrière avec précaution, mais avança tout de même. Pas un grognement. Pas un reproche. Il s'approcha simplement et posa sa grosse tête contre la cuisse de Nolan. La main droite de Nolan était serrée contre sa poitrine, crispée sur le carnet volé. Zeus renifla cette main, sentit la tension, la honte, le désespoir et la lécha doucement, avec une douceur désarmante. Ce geste, si simple, si pur brisa Nolan. Un sanglot sec, violent, lui échappa. Il tomba à genoux, sortit le carnet comme s'il l'avait ramassé dans un brasier. J'allais le vendre, Z, balbutia-t-il, aveuglé par les larmes. J'allais le vendre pour payer ton opération, je suis désolé. Zeus le regardait. Sans jugement. Sans compréhension du monde des hommes, mais avec la seule vérité qui comptait, son maître souffrait, alors il était là. Nolan contempla l'objet entre ses mains, un trésor historique, une relique sacrée, puis le visage du chien qu'il aimait plus que sa propre vie. Il comprit alors qu'il ne pouvait pas franchir cette ligne. Pas ainsi. Pas de cette manière. Pas en maculant la mémoire d'un mort pour sauver un innocent. Je ne peux pas, murmura-t-il, serrant Zeus dans ses bras. Je te trouverai une autre solution, mon grand. Je te le promets. Il tenait son ami, dans ce hangar glacé, le cœur brisé mais l'âme soudain allégée du poids du mensonge. Il était ruiné. Il n'avait aucun plan.
Son chien était malade. Mais sa conscience, pour la première fois depuis des jours, était limpide. Alors, lentement, il descendit une dernière fois l'escalier en colimaçon. Ses pas n'étaient plus pressés mais lourds, graves, mesurés. Il atteignit le bureau. Sortit le carnet de son manteau. Il était encore tiède de la chaleur de son corps. Avec un respect presque religieux, il le reposa dans sa caisse, à sa place légitime parmi les traces d'hommes disparus depuis longtemps. Et cette fois, lorsqu'il referma le tiroir, il ne sentit plus la honte. Seulement la résolution tranquille d'un homme qui avait choisi la voie la plus difficile et la plus juste. Nolan replaça doucement la caisse exactement là où elle reposait depuis des décennies, ses mains tremblant légèrement sous le poids invisible de la décision qu'il venait de prendre. L'écho creux du bois contre le béton sembla sceller plus qu'un simple objet, il enterrait une tentation, une promesse de richesse si immense qu'elle aurait pu transformer à jamais sa vie. « Je suis désolé, colonel, murmura-t-il dans le silence immobile du souterrain. J'ai failli perdre mon chemin. Les mots s'évanouirent immédiatement, avalés par l'air froid et stagnant de la vaste chambre secrète. Il referma la caisse avec un soin presque cérémoniel, comme si un fantôme veillait encore sur elle. La tentation avait disparu, balayée par une réalité plus dure que l'acier. Il avait choisi l'intégrité plutôt que l'argent facile. Mais l'intégrité ne paierait pas l'opération vitale dont Zeus, son compagnon à quatre pattes, avait absolument besoin. Il n'y avait qu'une seule autre voie, une seule chose dans sa vie qui avait encore une quelconque valeur marchande. Et cette fois, il s'agissait de quelque chose qui lui appartenait vraiment. Il remonta l'escalier, scella le mécanisme du lourd portail d'acier, puis remit la terre par-dessus la roue rouge qui actionnait l'ouverture. Quand il eut terminé, le secret était à nouveau enfoui, peut-être pour toujours. Le soleil commençait à peine à émerger derrière les montagnes lorsque Nolan regagna le petit bureau poussiéreux du hangar. Zeus était réveillé sur la paillasse étroite qui lui servait de lit. Ses yeux, malgré la douleur qui tirait sur ses muscles vieillissants, brillaient d'une loyauté indéfectible. La piqûre de stéroïdes administrée la veille par la vétérinaire avait cessé de faire effet. Le vieux chien luttait déjà contre la rigidité croissante de ses articulations. « On y va, Z » souffla Nolan en s'agenouillant à ses côtés. « On va faire un tour. » Il prit doucement le chien dans ses bras. Zeus, malgré la souffrance, ne protesta pas. Il connaissait le cœur de Nolan, et cela lui suffisait. Dehors, l'air du matin mordait comme un couteau. Le froid de Montana, brutal et sans pitié, s'infiltrait jusqu'aux os. Nolan installa Zeus sur le siège passager du vieux Chevrolet pick-up, enveloppant son corps tremblant dans la couverture en laine la plus épaisse qu'il possédait. Puis il contourna le camion, ouvrit la porte du conducteur et s'installa derrière le volant. Le cuir du volant était craquelé, usé par des années de route, de solitude et de survie. Ce camion il avait été son refuge quand il n'avait plus de maison. Son abri mobile quand les souvenirs du désert revenaient trop violemment. Son unique liberté. La seule chose qui lui permettait encore de se déplacer, de fuir ou de trouver un coin de silence. Il tourna la clé. Le moteur toussa longuement, octant comme un vieillard réveillé trop tôt. Ouir ouir ouir. Puis, dans un sursaut d'orgueil mécanique, il rugit finalement à la vie. Une dernière virée, ma belle, murmura Nolan en caressant le tableau de bord. Il prit la route vers la clinique de la docteure Emily Thorne. La salle d'attente était vide à 7 heures matinales. La jeune vétérinaire, aux yeux attentifs et au cœur franc, leva immédiatement la tête en le voyant entrer avec Zeus dans ses bras. « Nolan, il va plus mal ?» demanda-t-elle. « Il a besoin de l'opération », répondit-il d'une voix posée. « La totale. Chirurgie, médicaments, tout ce que vous avez dit hier. » Elle hésita, ses yeux glissant sur ses vêtements usés, sur la fatigue profonde qui creusait son visage. « Nolan, nous avons parlé du prix. C'est $3000, payable d'avance. Je ne peux vraiment pas proposer un échéancier. » Je sais, coupa-t-il calmement. Préparez-le. Je reviens avec l'argent dans 2 heures. Elle le dévisagea un instant. Aucun mensonge dans son regard, seulement une détermination désespérée. D'accord, dit-elle enfin. Amenez-le. Laissez Zeus fut un déchirement. Le chien se retourna vers lui alors que l'assistante vétérinaire l'emmenait au bloc, avec dans les yeux un mélange de confiance et d'incompréhension. Je reviens, Z. Je te le promets. Lorsque la porte se referma,
le silence du couloir pesa sur lui comme un bloc de ciment. Le camion n'était plus un simple véhicule. C'était son dernier lien avec le monde extérieur. Et pourtant, il prit la route vers une petite cour clôturée par du grillage surmonté de fils barbelés. Un panneau délavé grinçait au vent. Stan's Auto Sale achat et vente. Stan sortit de son bureau en voyant Nolan se garer. Une montagne d'hommes aux mains aussi rugueuses que des pièces de métal, un cigare coincé perpétuellement au coin des lèvres. « Tu veux échanger pour un modèle plus récent, Whitford » lança-t-il en plaisantant. « Je veux vendre. Aujourd'hui. En liquide. » Stan fit le tour du camion, tapota un pneu, inspecta la rouille, observa l'odomètre. Plus de 200 000 miles. Le marché est mou, grommela-t-il. Les prix du carburant explosent. Personne veut d'un V8 aussi gourmand. Elle est fatiguée, rouillée. Nolan tenta de rester calme. Transmission refaite il y a 2 ans. Alternateur neuf. Elle démarre même en plein gel. Stan soupira longuement. Elle est fiable, oui. Mais la fiabilité, ça ne se vend pas. Je peux en tirer quelque chose, mais faut que je mette du boulot dedans. Combien ? Stan annonça un prix. Bas. Humiliant. Ce n'est pas assez, dit Nolan, la panique perçant sa voix malgré lui. Il me faut au moins 3000. Stan éclata d'un rire bref. 3000 ? Pour un Chevy de 1998 avec ce kilométrage ? Tu rêves, mon gars. Je peux t'en donner 2000. Pas plus. J'ai besoin de 3000, répéta Nolan, s'approchant d'un pas. C'est une urgence médicale. Le visage de Stan se durcit, mais ses yeux perdirent un instant leur froideur commerciale. Il mâcha son cigare, réfléchit, soupesa l'homme devant lui, un vétéran brisé, épuisé, mais droit. Bon, j'ai peut-être un gars qui cherche un camion de ferme, finit-il par dire. Il s'en fiche de la rouille. Si je le lui revends direct, je peux monter à 2800. Mais c'est tout. Je perds mon bénéfice là-dessus. 2800. Il manquait encore 200. Nolan fouilla sa poche. Dans son portefeuille, il restait exactement $180 les derniers morceaux de sa pension. Plus un bocal de pièces au hangar. Ce serait suffisant. Mais cela le laisserait littéralement sans rien, ni essence, ni nourriture. Marché conclu, dit-il, avalant sa fierté comme une pierre. La paperasse fut expédiée rapidement. Signer la carte grise fut comme se trancher lui-même un membre. Il remit la clé, une clé unique, usée, suspendue à un petit porte-clés en cuir élimé. Stan lui tendit une enveloppe pleine de billets parfaitement neufs, presque insultants dans leur propreté. « Tu veux que je te dépose quelque part ? » ?»« Non. Je marcherai. » Dehors, Nolan regarda une dernière fois son camion. Il avait l'air si ordinaire, rangé entre d'autres carcasses métalliques. Et pourtant, c'était la dernière ligne de sécurité de sa vie. Maintenant, elle n'existait plus. Il tourna le dos et marcha. À la clinique, il posa les billets sur le comptoir, puis vida son portefeuille, les $20, les billets froissés, tout. Il y a tout. 2980. Je ramènerai les 20 restants demain. Dr Thorne leva les yeux, puis regarda par la fenêtre. Où est votre camion, Nolan ? Demanda-t-elle. Je l'ai vendu. Elle resta bouche bée. Elle savait ce que représentait ce camion pour lui. Puis, sans un mot, elle repoussa vers lui la petite pile de billets froissés qu'il avait ajoutés. Les 2800 suffisent, dit-elle doucement. Le reste aplomb ça un rabais pour un vétéran. Gardez l'argent. Vous devez manger. Nolan sentit sa gorge se serrer. Il voulut protester. Il n'y parvint pas. Prenez soin de lui, murmura-t-il. Je vous le promets. L'opération est à midi. Il pourra rentrer demain matin. Demain. Il sortit dans l'après-midi glacé. 5 miles le séparaient du hangar. Il commença à marcher. La neige tombait horizontalement, poussée par un vent tranchant comme des lames. Il releva le col de sa veste de cuir, enfonça les mains dans ses poches, baissa la tête. Le premier mile fut avalé par la détermination. Le deuxième par la douleur. Le froid s'insinua dans ses bottes, mordit la peau de ses jambes à travers le dénime,
brûla ses oreilles avant de les engourdir. Des voitures passèrent, lentes, certaines reconnaissant sa silhouette solitaire dans la tempête. Il ne leva pas la tête. Il ne voulait ni pitié, ni aide. Il avait besoin de cette marche. Il avançait vers une nouvelle vie. Un homme porteur d'un secret de 100 millions de dollars enfoui sous ses pieds. Mais incapable de payer un plein d'essence. Incapable même de rentrer autrement qu'à pied, dans une tempête. Il marchait parce qu'il n'avait plus rien sauf la promesse qu'il avait faite à un chien qui l'attendait entre la vie et la mort. Et cela valait plus que tout l'or du monde. L'ironie de la situation était si tranchante qu'elle aurait pu fendre le verre. Pourtant, à mesure qu'il avançait dans le vent glacé, les frissons qui secouaient son corps commencèrent lentement à disparaître, remplacés par une sorte de transe rythmique, presque hypnotique. Ses pensées retournaient sans cesse vers le journal de bord, désormais rangé en sécurité dans sa caisse, et vers l'argent propre, presque immaculé, qu'il avait laissé dans la caisse enregistreuse de la clinique vétérinaire. Il l'avait fait. Il avait sauvé Zeus. Et surtout, il l'avait fait sans trahir la seule demande que le colonel Osorn lui avait laissée en héritage, préserver l'âme de la collection. En accomplissant cela, peut-être avait-il préservé un fragment de sa propre âme également. Il s'était dépouillé de tout ce qui lui restait, sa voiture, son dernier moyen d'évasion, ses maigres possessions. Il n'avait plus aucune protection face au monde, plus rien qui puisse lui servir de bouclier. Et pourtant, il se sentait plus léger qu'il ne s'était senti depuis des années. Un poids immense, celui de la culpabilité, s'était enfin détaché de ses épaules, cette culpabilité qui l'écrasait depuis le moment où il avait imaginé voler le livre. À son 4e mile, ses jambes étaient lourdes comme du plomb et son souffle formait des nuages de vapeur irréguliers. Le vieux hangar apparut enfin, une silhouette sombre et dentelée dans le gris du ciel. Il avait l'air désert, glacé, presque hostile. Pourtant, c'était chez lui. Et demain, Zeus serait là. Nolan gravit l'allée de gravier, ses semelles glissant sur les plaques de glace. Quand il atteignit la porte, ses doigts étaient tellement engourdis qu'il eut du mal à tourner la poignée. Il entra en titubant, s'effondra contre la porte et glissa jusqu'au sol. Le froid du hangar était mordant, et le silence, absolu. Il était seul, ruiné, épuisé. Mais pour la première fois depuis longtemps, Nolan Whitford sourit. Un sourire fissuré, douloureux, mais authentique. « On a réussi, mon vieux », murmura-t-il dans l'obscurité. « On a réussi. » Il resta ainsi un long moment, simple gardien démuni d'un trésor inestimable, écoutant le vent hurler dehors et attendant le matin qui ramènerait son compagnon à la maison. Les 3 jours qui suivirent s'écoulèrent dans un état de calme étrange, presque brumeux. Il passa chaque heure à s'occuper de son chien. Il ramena Zeus de la clinique en empruntant la voiture d'un voisin qu'il avait aperçu marchant sur la route. Le hangar était glacial, mais Nolan construisit pour son compagnon un petit espace isolé près du radiateur électrique, utilisant toutes les couvertures qu'il possédait. Zeus se remettait lentement. L'opération, expliqua la docteur Thorne, avait réduit la pression atroce qui écrasait sa hanche. Le chien pouvait déjà bouger, tester son appui avec une hésitation douloureuse, mais réelle. Sa queue vibrait faiblement dès que Nolan lui parlait, comme un remerciement silencieux. Le sacrifice de Nolan, lui, s'était répandu dans toute la ville comme une traînée de poudre. À Silver Creek, où chaque vie était liée aux autres, tout le monde savait désormais que l'ancien militaire avait vendu son seul véhicule pour sauver son chien. Et 4 jours plus tard, quelqu'un frappa à la porte du hangar. Nolan ouvrit. Une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux courts poivre et sel et aux lunettes rondes d'intellectuel, se tenait sur le seuil, tenant un plat en pyrex encore chaud. « Monsieur Whitford » dit-elle. « Je m'appelle Maria. J'enseigne l'histoire au lycée du moins, ce qu'il en reste. » Nolan hocha simplement la tête. Sa vieille veste de cuir brun était serrée contre son torse, comme une armure. Zeus s'approcha en boitant, renifla le pantalon de la femme. « J'ai entendu ce que vous avez fait pour votre chien, dit-elle d'une voix gentille mais franche. Et j'ai aussi entendu disons un certain bruit concernant les raisons pour lesquelles vous aviez besoin d'argent si urgemment. On raconte que vous aviez d'autres moyens de l'obtenir mais que vous avez refusé. » Le regard de Nolan se durcit. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Je connais le hangar Osorn, » répondit Maria, ignorant complètement sa tentative d'esquive. « J'ai étudié les dossiers publics du colonel. Et je sais que ce soir, au conseil municipal, le maire Clayton va proposer de saisir cette propriété pour impayé.
Nolan tressaillit, la nouvelle le frappa comme un coup de poing. Je vois que vous n'étiez pas au courant, reprit-elle calmement. Nolan le maire ne voit ici qu'un bâtiment délabré. Si vous comptez défendre la vérité, vous ne pouvez pas simplement débarquer et raconter une histoire de fantôme. Il vous faut un plan. Elle entra sans attendre d'invitation, posa le plat chaud sur l'établi puis sortit un paquet de feuilles de son sac. Je ne suis pas avocate, mais je suis historienne. J'ai rédigé une lettre d'intention pour créer la Fondation pour le patrimoine aéronautique au Sorn. Un document préliminaire pour constituer une association à but non lucratif. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Cela prouve que vous n'êtes pas un illuminé, vous êtes un conservateur, un gardien. Nolan fixa les feuilles. Les mots avaient l'air irréels, presque sacrés, fondation, patrimoine, héritage. Ils ne me croiront jamais, dit-il d'une voix sans relief. Non, confirma Maria. Ils penseront que vous êtes fou. Ou menteur. Mais vous irez quand même, parce que c'est juste. Maintenant, voyons ça ensemble. Et il faut partir tôt. Vous n'avez plus de camion, non? Le soir venu, la température chuta encore. Nolan enfila sa chemise épaisse à carreaux rouges et bleus sous sa veste de cuir, inspira un souffle glacé et sortit dans la nuit. Le centre communautaire n'était qu'à 2 miles, mais il avait l'impression de devoir en parcourir 100. Zeus sortit aussi, boitant jusqu'à ses pieds. Non, mon grand, dit Nolan d'un ton ferme. Pas ce soir. Il fait trop froid, et ta hanche. Zeus leva les yeux vers lui, et émit un gémissement bas, profond, chargé d'une tristesse têtue. Puis il se laissa tomber sur le gravier, refusant obstinément de rentrer. Nolan soupira. Sacré têtu. Il rentra, enveloppa les hanches du chien dans une couverture et le souleva. Zeus était trop lourd pour être porté sur 2 miles, mais Nolan ne pouvait se résoudre à le laisser. Il marcha lentement, permettant au chien de trottiner péniblement à ses côtés, et le prit dans ses bras chaque fois que la glace rendait la route dangereuse. Ils arrivèrent au centre communautaire 40 minutes plus tard, trempés de froid, les bras de Nolan endoloris. La salle de réunion était surchauffée et éblouissante. Pleine à craquer. Toute la ville semblait s'être déplacée. Des regards sceptiques, curieux, parfois hostiles se tournèrent vers lui. Il reconnut Stan, le concessionnaire, et Tom de la quincaillerie. Devant, le maire Clayton, homme épais au regard prudent, les observait approcher. Un murmure se répandit dans la salle. C'est lui le fou qui a vendu son pick-up et il a amené le chien. Monsieur Whitford, lança le maire dans le micro, vous êtes en retard. Nous en sommes au point numéro 4, dispositions concernant les bâtiments délabrés dont le vôtre, franchement. Je suis venu parler de ça, répondit Nolan d'une voix rauque. Il avança dans l'allée, Zeus boitant à ses côtés. Chaque pas semblait rallonger la distance jusqu'au podium. Lorsqu'il se retrouva devant le micro, les lumières fluorescentes bourdonnèrent au-dessus de sa tête, un son ténu mais irritant. Il contempla la foule, des dizaines de visages, tous fixés sur lui, tous prêts à juger. Et Whitford lança un mécanicien au fond. J'ai entendu dire que t'es venu à pied. Ton nouveau bolide est déjà tombé en panne? Quelques rires méchants éclatèrent. La déflagration émotionnelle fut immédiate. Les rires, la lumière crue, le bourdonnement oppressant, tout cela se referma sur lui comme une cage. Les visages se brouillèrent. La pièce sembla rapetisser. Le grondement des néons changea de nature, il devint un bruit plus grave, plus lointain, un bruit qu'il connaissait trop bien. Le bruit des rotors. Le sable brûlant. Les cris. Le souffle fendu des hélicoptères. Il sentit sa gorge se fermer. Son cœur battait au bord de l'explosion, comme un oiseau affolé prisonnier d'une cage étroite. Il était revenu là-bas, dans le désert, son convoi immobilisé, la chaleur écrasante, le ciel lacéré par le bruit. Il chercha une sortie. Il allait fuir. Il ne pouvait pas. Pas encore. Puis soudain, quelque chose de solide frappa violemment l'arrière de sa jambe droite. Nolan sursauta, le choc brisant net le sortilège d'horreur. Il baissa les yeux. Zeus. Le chien, qui attendait patiemment à ses pieds, avait vu la panique monter. Il avait senti la terreur dans la posture de son maître. Et malgré la douleur de sa hanche, malgré la difficulté de se lever, Zeus avait poussé de toutes ses forces sa tête contre la jambe de Nolan.
Leurs regards se croisèrent. L'un tremblant. L'autre profondément ancré dans le présent. Alors Zeus ouvrit la gueule. Un seul aboiement. Sec, puissant, parfaitement maîtrisé. Un son qui faucha le murmure des néons. Un son qui fit taire les rires. Un son qui traversa la panique comme une lame claire. La salle entière se figea. Nolan inspira. Il était ici. Pas là-bas. Zeus venait de le ramener. Droit dans la réalité. Droit dans ce moment où tout allait se jouer. Et doucement, presque imperceptiblement, Nolan posa sa main sur la tête de son chien et releva enfin les yeux vers la foule. Nolan se trouvait bel et bien au Montana. Pour s'ancrer dans le réel, il posa la main sur la tête de Zeus, sentant sous ses doigts la chaleur rassurante de son vieux compagnon. Il inspira profondément, luttant pour reprendre le contrôle de sa respiration hachée. Puis il se tourna de nouveau vers le microphone. Le rire moqueur qui, quelques secondes auparavant, avait parcouru la salle comme une brise venimeuse, s'était évaporé. Devant lui, les visages n'exprimaient plus la dérision, mais une stupeur mêlée d'incompréhension. « Je suis désolé », dit Nolan d'une voix rauque mais ferme. « Je ne suis pas à l'aise dans ce genre de salle, avec autant de monde. » Il leva lentement les yeux vers le maire Clayton. « Vous pensez que l'atelier est délabré. Vous pensez que je suis un vétéran désargenté, un peu fou. Eh bien vous avez raison sur moi. Je suis fauché. » Il marqua une pause, laissant les mots retomber comme des pierres sur le silence tendu. « J'ai vendu mon camion parce que mon chien était malade. » Une onde muette traversa l'assemblée. Plus personne ne bougeait. Mais l'atelier, lui, n'est pas délabré, poursuivit Nolan, retrouvant peu à peu sa force intérieure. C'est un coffre-fort. Colonel Hawthorne n'a pas seulement construit un abri. Il a bâti un sanctuaire. Pendant 40 ans, il l'a rempli d'histoires des avions de la Seconde Guerre mondiale. Un ricanement s'éleva du premier rang. Des avions? Tu es vraiment fou. Nolan ignora l'insulte. Il a tenu un registre. Et un journal. Il les protégeait. Il voulait faire ce qu'il fallait. Il voulait les offrir au monde. Le maire Clayton leva une main pour l'interrompre. Monsieur Whitford, votre histoire est fascinante, mais ceci est une réunion municipale, pas un concours de fiction. Avez-vous une preuve? La moindre preuve. Nolan s'attendait à cette question. Il y avait réfléchi toute la nuit. Il avait songé à apporter le registre, mais il ne pouvait pas, c'était trop précieux, trop intimement lié à la collection. Pourtant, Hawthorne avait laissé autre chose sur le bureau. Oui, dit-il simplement. Il glissa la main dans la poche de sa chemise en flanelle et en sortit un petit rectangle de métal terni, suspendu à une chaînette rouillée. Il le leva pour que tout le monde puisse le voir, une plaque d'identification militaire. Au fond de la salle, une chaise racla le sol. Une voix frêle mais autoritaire s'éleva. « Montrez-moi ça. » La foule s'ouvrit en deux. Walter Higgins, le plus ancien vétéran de la ville, s'avança lentement, s'appuyant lourdement sur sa canne. Il approchait du centenaire, mais ses yeux n'avaient rien perdu de leur acuité. Nolan descendit de l'estrade et lui remit la plaque. Les mains tachetées de vieillesse de Walter tremblèrent en la soulevant vers la lumière. Il décoda lentement le nom gravé, puis leva les yeux vers Nolan. Ses pupilles se remplirent brusquement de larmes. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Dans le bunker, » répondit Nolan. « Sur le bureau. » Walter se tourna vers la salle, pétrifié. Sa voix se brisa, mais son timbre restait étonnamment solide. Ceci appartenait au capitaine Elias Thorne, mon commandant de vol. Il a été abattu au-dessus de l'océan en 1944. Nous pensions tous qu'il était perdu. Un murmure se répandit dans la salle. Hawthorne a dû retrouver ses effets personnels. C'était un homme d'honneur. J'ai servi avec lui dans la réserve après la guerre. Excentrique, oui. Mais jamais un menteur. Walter fit face à l'assemblée, son petit corps soudain droit comme une poutre d'acier. Si cet homme dit qu'Arthur Hawthorne a construit un musée sous cet atelier et qu'il a trouvé ceci là-dessous, alors c'est la vérité. Cet homme dit la vérité. Cette fois-ci, le silence qui suivit fut colossal. On aurait pu entendre une épingle tomber. Le scepticisme ne s'était pas simplement dissipé, il avait éclaté comme du verre sous un marteau. Le maire Clayton resta là,
la bouche entr'ouverte, regardant alternativement Walter et Nolan. Et Nolan, qui était entré dans cette salle comme un idiot aux yeux de tous, se tenait désormais droit, une main posée sur la tête de Zeus, tel le gardien inattendu mais légitime d'un PAN entier de l'histoire oubliée de la ville. Le trajet du retour depuis le centre communautaire ne fut qu'un long brouillard. Nolan avançait mécaniquement dans la nuit glacée, la pensée paralysée, sa main reposant sur la tête de Zeus qui boitait à ses côtés, fidèle jusqu'au bout du monde. La confrontation, la panique soudaine, suivie de la défense bouleversante de Walter Higgins, tout cela l'avait vidé de son énergie. Il s'attendait à être humilié. Il ne s'était jamais attendu à être soutenu. De retour dans l'atelier sombre et glacé, il verrouilla la porte, s'assit au bord du lit de camp et resta là longtemps, immobile, écoutant seulement sa respiration et le vent qui sifflait. Il avait enfin dit la vérité et, l'espace d'un instant, le monde ne s'en était pas moqué. Il s'endormit dans un sommeil lourd, sans rêve, le premier depuis des mois. Ce ne fut pas le vent qui le réveilla au matin, mais un grondement sourd, profond, régulier. Un bruit de moteur diesel. Nolan se redressa immédiatement, le cœur bondissant dans sa poitrine. Son premier réflexe fut la panique. La police? L'armée? Il avait révélé le secret et maintenant on venait le lui arracher. Zeus s'était aussi levé, grognant doucement. Doucement, Zed, calme-toi, murmura Nolan. Il s'approcha de la fenêtre sale du bureau et regarda dehors. Ce n'était ni la police ni l'armée. C'était un convoi. En tête, un énorme pick-up qu'il reconnaissait du magasin de bricolage, tirant une longue remorque. Derrière, un autre camion équipé d'une grue hydraulique, celui du garage local. Puis encore deux autres pick-up. Les muscles de Nolan se raidirent. Il s'attendait encore à une altercation. Les portières s'ouvrirent. Une demi-douzaine d'hommes descendirent. Il les reconnut, Tom, le propriétaire du magasin de bricolage, les mécaniciens qui s'étaient moqués de lui la veille. Il enfila brusquement ses bottes, attrapa sa veste en cuir brun, la ferma sur sa chemise à carreaux et ouvrit la porte de l'atelier. L'air glacial le fouetta au visage. Les hommes s'arrêtèrent en le voyant. Tom leva une main gantée. « Bonjour, Whitford. » Tom, répondit Nolan avec prudence. Tom s'avança. « J'ai parlé à ma femme après la réunion. Elle-même a parlé à la fille de Walter Higgins. Et Stan, le concessionnaire, raconte à tout le monde que t'as vendu ton camion pour payer le vétérinaire. » Nolan tressaillit. Il détestait que cette histoire circule. « T'es un idiot, Whitford, dit Tom. Vendre ton seul moyen de transport comme ça. » La mâchoire de Nolan se crispa, mais Tom poursuivit. « Mais je suppose que cette ville est pleine d'idiots depuis longtemps. On est assis sur une mine d'or depuis des années, et tout ce qu'on fait, c'est se plaindre de l'économie. » Il désigna du pouce la remorque chargée de planches, d'outils, de bonbonnes de soudure. « Les gars et moi, on a discuté. On n'y connaît rien en musée mais on sait construire des choses. Et on sait découper de l'acier. » Nolan le fixa, incapable de comprendre ce qu'il entendait. Tom se gratta la nuque, soudain mal à l'aise. « La ville est fauchée. Je peux pas te faire une donation. Mais je peux t'ouvrir une ligne de crédit au magasin pour la fondation. Tu mettras ça sur mon compte. » Nolan regarda la remorque, les outils, les visages des hommes plus un seul sourire moqueur. Seulement une détermination sobre, sincère. « Je n'ai pas d'argent pour vous payer votre travail, » balbutia-t-il. Un des mécaniciens, celui qui avait ri le plus fort la veille, cracha sur le gravier gelé. « Qui a demandé de l'argent ? » Walter Higgins dit que ce bunker est rempli d'histoires. Mon grand-père a volé dans l'un de ses avions. Moi, je veux juste le voir. Une brûlure monta derrière les yeux de Nolan. Il hocha la tête, incapable de parler. « Bon, » dit Tom en se frottant les mains. « Où on commence, patron ?» Cette fois, Nolan inspira profondément. Sa pensée devint nette, presque tranchante. Il n'était plus seulement un gardien. Il était un chef. « Pas le toit, » dit-il d'une voix étonnamment sûre. « Le vrai travail est ailleurs. » Il guida le petit groupe vers le côté de l'atelier, vers une étendue banale de gravier gelé où, lui seul le savait, se trouvait l'ascenseur de fret. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Tom. « C'est la porte d'entrée, » déclara Nolan. «
Colonel Osborne a scellé l'accès principal depuis l'intérieur, puis l'a enterré ici. C'est par là qu'on sortira les avions. Et c'est par là qu'on fera entrer le monde. Les hommes échangèrent des regards sceptiques. Nolan vit le doute. Il ne discuta pas. Il attrapa un pic sur la remorque, se plaça devant la zone glacée et abattit l'outil de toutes ses forces. Le fer rebondit contre le sol gelé avec un bruit métallique strident. Il frappa encore. Et encore. À la quatrième frappe, le mécanicien qui s'était tant moqué de lui poussa un long soupir. Et c'est à cet instant précis que quelque chose, dans l'air glacial du matin, commença lentement à changer et quelque chose de profond, de collectif, de presque sacré. Une renaissance. Une alliance. Un avenir. Nolan retourna vers son vieux pick-up et en sortit une pelle. Le mécanicien, les bras croisés, secoua la tête avec un mélange d'exaspération et d'admiration. Il est fou, marmonna-t-il. Mais il n'est certainement pas faible. Un autre homme s'empara d'une pelle à son tour, puis Tom l'imita. En moins de 5 minutes, tout le monde s'était mis au travail. Le silence de la plaine gelée se remplissait du raclement sec des outils entamant la terre dure, du grincement métallique des manches, du souffle lourd des hommes. C'était le seul son, brut, honnête, primordial. Zeus, malgré sa légère boiterie, s'approcha de la zone de fouille. Il s'assit dignement près du monticule de terre qui grandissait, dressé comme un gardien fidèle, un chien sentinelle à la fourrure épaisse qui surveillait son unité d'humain avec l'œil clair d'un vétéran. Ils travaillèrent toute la journée. C'était un labeur brutal, écrasant, le genre de travail qui fait brûler les muscles et engourdit les doigts. La terre gelée était plus dure que du béton. À midi, d'autres habitants, attirés par l'étrange rassemblement, vinrent prêter main forte. Madame Maria arriva avec un énorme thermos de café brûlant et une boîte de sandwich qu'elle distribua en souriant, les joues rouges de froid. Même le maire Clayton fit son apparition, demeurant à distance au bord du site, les bras croisés, observant la scène d'un air médusé, comme s'il découvrait un chapitre secret de l'histoire de sa propre ville. En fin d'après-midi, un son nouveau retentit. Le mécanicien, penché sur son trou, resta figé avant de crier. « J'ai trouvé quelque chose !» Son outil venait de produire un bruit métallique clair, anormal. Tous se regroupèrent. Ils déblayèrent rapidement la terre et découvrirent, sous plusieurs centimètres de glaise, une immense plaque de métal soudée ensemble, couvrant une surface d'environ 12 mètres sur 6. Ce n'était pas du gravier. C'était un toit. Le toit d'un ascenseur de chargement. Un silence lourd, vibrant, tomba sur l'équipe. Nolan avait dit vrai. Le mécanicien se frotta les mains, les yeux brillants d'un enthousiasme enfantin. Maintenant, commence le vrai travail. Il courut vers son camion et en tira des bonbonnes d'acétylène, des tuyaux, des masques, des torchets de découpe. Le projet changea d'âme en un instant, ce n'était plus une faveur pour un vétéran supposément dérangé, mais une mission. Une entreprise noble, collective, presque sacrée. Nolan, sa chemise en flanelle couverte de terre, les mains rougies par le froid et l'effort, dirigea l'installation des torchets avec une assurance tranquille. Il sentait un frisson ancien remonter en lui, celui d'un objectif partagé, de la cohésion d'une unité travaillant dans l'urgence, du lien invisible qui unissait des hommes lorsqu'ils décidaient, ensemble, de soulever quelque chose de plus lourd qu'eux. Le sifflement tranchant des chalumeaux déchira l'air. Les flammes bleues attaquaient l'acier soudé par Osborne des décennies plus tôt, arrachant étincelles et gerbes de métal incandescent. Le soleil disparut derrière les sapins, laissant derrière lui de longues ombres bleutées sur la neige. Des projecteurs portatifs furent installés, inondant le chantier d'une lumière crue. Nolan regardait l'équipe à l'œuvre. Il avait passé tellement d'années dans le silence qu'il en avait presque oublié cette sensation-là, le bruit des voix, les ordres échangés, la chaleur humaine qui circule entre des gens unis par une tâche commune. Tout ce qui, autrefois, faisait tenir un soldat debout. Zeus vint se coller contre sa jambe, posant sa lourde tête contre lui, comme pour le ramener au présent. Nolan posa une main sur la fourrure chaude du chien tout en fixant la lueur du chalumeau. Autour de lui, tout vibrait, les cris, le métal chauffé à blanc, les vapeurs d'essence, l'effort collectif. Pourtant, pour la première fois en 10 ans, son esprit était parfaitement, miraculeusement silencieux. Il n'était plus un fugitif de son propre passé. Il n'était plus un homme enfermé dans sa solitude. Il était chez lui. « Dernière soudure !» cria le mécanicien.
Une pluie d'étincelles illumina la scène. Ils fixèrent de lourdes chaînes aux anneaux de la plaque d'acier. Le moteur du camion-grue rugit. Le câble se tendit au point de gémir. Avec un hurlement strident, la plaque se détacha enfin et pivota lentement, révélant sous elle un gouffre rectangulaire et noir, l'entrée principale du hangar. La foule qui s'était formée autour de la fouille recula légèrement, comme aspirée par le vertige. « Mon Dieu » murmura Maria, serrant son manteau contre elle. Nolan alla chercher sa lampe la plus puissante. Il dirigea le faisceau dans l'abîme. La lumière glissa le long des parois, descendit jusqu'au fond et toucha les ailes poussiéreuses d'un P51 Mustang. Un frisson collectif parcourut les spectateurs. Tom, le propriétaire de la quincaillerie, s'avança et posa une main massive sur l'épaule de Nolan. « Eh bien, Monsieur Whitford, on dirait que la Fondation Hawthorne pour le patrimoine aéronautique est officiellement ouverte. » Le regard de Nolan balaya les visages sales, épuisés, mais illuminés de fierté. Puis il regarda Zeus, qui battait joyeusement de la queue. Il les avait trouvés. Après toutes ces années, il avait retrouvé un peloton. Les 2 mois qui suivirent transformèrent Silver Creek. Le projet devint le cœur battant de la ville. Le vieil atelier Hawthorne, autrefois rouillé, penché, oublié, se métamorphosa. Sous la direction calme de Nolan, les habitants réparèrent la toiture, remplacèrent le câblage, repeignirent les murs. À l'intérieur du hangar, le changement était encore plus profond. L'ascenseur géant, désormais remis en état, était maintenu en position haute, formant un escalier large et permanent qui descendait dans les entrailles de la Terre. Les avions avaient été nettoyés ou pas restaurés comme des jouets, mais préservés, respectés. On avait ôté la poussière, non l'histoire. Leur métal patiné brillait d'une lumière douce, celle des choses qui ont survécu. Maria, enseignante passionnée et historienne de cœur, avait passé des journées entières à rechercher chaque modèle, rédigeant des plaques sobres et émouvantes qui racontaient leur origine, leur mission, leur pilote. Le hangar n'était plus un tombeau. C'était une cathédrale. Le jour de l'inauguration arriva enfin. Nolan se tenait dans le petit bureau, désormais arrangé en espace de vie simple mais chaleureux. Il ajusta le col de sa plus belle chemise ou une flanelle propre, aux couleurs vives puis enfila sa vieille veste en cuir brun. Dans le miroir accroché près de la porte, il vit un homme marqué par les épreuves, oui, mais un homme debout, les yeux clairs, le souffle stable. Zeus attendait près de la porte, la queue battant le sol avec régularité. La chirurgie avait été un miracle. Il boitait encore légèrement, sa démarche restait un peu roulante, mais la souffrance avait disparu. Il était heureux. Et prêt. « On y va, mon vieux ?» demanda Nolan. Zeus répondit par un grondement doux et content, pressant sa tête contre la main de son maître. Dehors, la ville entière était rassemblée. Le froid mordant du début d'hiver était adouci par un soleil vif qui faisait scintiller la neige. Il n'y avait pas de fanfare, pas de décoration criarde. L'atmosphère était simple, chaleureuse, presque sacrée. Nolan reconnut la docteure Emily Thorne, qui lui adressa un sourire sincère. Le maire Clayton, vêtu d'un costume impeccable, paraissait étrangement ému. Maria tenait son clipboard comme si elle orchestre une cérémonie d'une importance historique. Et, au premier rang, emmitouflé dans des couvertures, assis dans un fauteuil roulant, se trouvait Walter Higgins, ses yeux fixés sur l'entrée du hangar. Nolan échangea un signe de tête avec Tom, posté près des nouvelles portes en bois massif. Tom ouvrit les battants. La foule descendit les escaliers en silence, comme si elle pénétrait dans un lieu sacré. Lorsqu'ils atteignirent le sol du hangar, leur souffle collectif se suspendit. Devant eux se tenaient les avions, le P-51, le Spitfire, la rangée de moteurs Merlin. Ils n'étaient pas simplement des machines. Ils étaient des fragments de courage, des éclats d'histoire, des fantômes lumineux revenus à la vie. Les habitants chuchotaient, pointaient du doigt, lisaient les plaques de Maria avec un respect palpable. Nolan observait la scène, le cœur trop plein pour parler. Au bout d'une heure, le maire Clayton tapa doucement le micro du petit pupitre improvisé. « Amis, voisins, commença-t-il, sa voix résonnant dans l'espace immense, nous sommes réunis dans un miracle. Un miracle d'histoire et un miracle de communauté. » Il tourna la tête vers Nolan. « Et nous le devons à un homme. Un homme qui n'a pas vu ici une ruine, mais un héritage. Un homme qui nous a rappelé que la mémoire ne disparaît que lorsqu'on la laisse mourir. Mesdames et messieurs Nolan Whitford. »
Une vague d'applaudissements chaleureux, longue, profonde, remplit le hangar. Nolan sentit ses mains trembler légèrement. Zeus, fidèle à ses côtés, lui donna un petit coup de museau pour l'encourager. Nolan s'approcha du micro. Il regarda la foule. Les visages n'étaient plus sceptiques ni moqueurs. C'étaient ses voisins. Sa communauté. « Merci, dit-il d'une voix rauque. La dernière fois que je me suis tenu devant vous j'avais peur. » Il inspira profondément. Pendant longtemps, j'ai vécu avec la peur. Ce monde peut être bruyant, dur. Je suis venu à Silver Creek pour m'isoler. Pour disparaître un peu. Mais vous ne m'avez pas laissé faire. Et heureusement. Un murmure affectueux parcourut la salle. Quand j'ai découvert tout cela, poursuivit-il en montrant les avions, je n'ai pas vu un trésor. J'ai vu un poids. J'ai vu une tentation. Le registre du colonel parlait d'une valeur de 100 millions de dollars. La foule réagit instantanément. Le chiffre planait, immense, irréel. Mais le colonel Hawthorne lui n'essayait pas de sauver de l'argent. Il sauvait le temps. Il sauvait la mémoire. Il savait que la vraie valeur de ces machines ne réside pas dans le métal. Mais dans le sacrifice. Dans les mains jeunes qui les ont pilotées. Dans les âmes de ceux qui ne sont jamais revenus. Il tourna lentement la tête vers Walter Higgins, qui hochait la tête avec gravité. Walter avait reconnu l'une des plaques d'identification retrouvées dans le hangar, celle du capitaine Elias Thorne, un ami d'autrefois jamais revenu du front. Voilà, conclut Nolan, la véritable richesse que nous avons déterrée. Pas un secret enterré, pas un trésor caché. Mais un chapitre vivant de ceux qui ont mis leur vie entre les mains de ses ailes. Aujourd'hui, nous leur rendons ce qu'ils méritent, la lumière. Un silence ému s'installa, profond et vibrant. Et pour la première fois depuis des années, Nolan sentit que son cœur, lui aussi, avait atterri. Qu'il avait cessé de dériver. Qu'il avait, enfin, trouvé une piste solide. Un foyer. Une mission. Une famille. Sa nouvelle patrouille. Et Silver Creek, ce petit coin gelé du Montana, devint en cet instant le lieu où l'histoire, la mémoire et la rédemption retrouvèrent leur ciel. Les yeux embués de larmes, Nolan inspira difficilement avant de poursuivre, sa voix brisée par l'émotion. Je ne comprenais pas tout cela au début, avoua-t-il, les mots tremblant comme s'ils avaient été arrachés à son âme. Je suis un vétéran fauché, j'avais besoin d'argent. Et mon meilleur ami, il posa doucement la main sur la tête de Zeus, qui leva vers lui son regard sage et fidèle. Mon meilleur ami était malade. J'ai été tenté de détruire cet endroit pierre par pierre, de vendre chaque pièce au plus offrant. Mais je ne pouvais pas. Parce que cet endroit n'est pas à moi. Et ce n'est pas à moi non plus de le conserver pour toujours. Il leva les yeux vers la foule massée devant lui, Tom, les mécaniciens, Maria, les bénévoles, les habitants de Silver Creek dont les visages avaient remplacé la méfiance par la fierté. Cette collection ne m'appartient pas, dit-il avec force. Elle appartient à l'histoire qu'elle porte dans son ventre d'acier. Et ce musée appartient à Silver Creek. Vous l'avez bâti. Vos mains, votre confiance, vos dons, vos heures de travail. C'est votre victoire. Un silence solennel envahit la salle avant que l'air ne s'emplisse soudain d'une ovation qui fit vibrer les murs du hangar. Ce n'étaient pas de simples applaudissements, c'était une libération, une communion, une célébration de tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Nolan recula d'un pas, presque vacillant. Ses jambes peinaient à le porter lorsqu'il descendit du podium. Walter Higgins, un ancien pilote devenu mémoire vivante de la ville, s'approcha et lui serra la main. Le colonel aurait été fier de toi, mon garçon, souffla-t-il. Nolan cligna des yeux, submergé, incapable de répondre autrement que par un hochement de tête. La foule bruissait maintenant de conversations enthousiastes, de chuchotements heureux. Le maire Clayton remonta sur scène et réclama le silence. Mes amis, il nous reste une dernière petite affaire. Une dernière formalité pour la fondation. Nolan, perplexe, se retourna vers le maire. Celui-ci lui sourit, un sourire à la fois complice et triomphant. Nolan, le conseil municipal a voté ce matin. Nous reconnaissons officiellement que tu es le dépositaire légitime de cet héritage. Et un dépositaire doit pouvoir, disons, se déplacer convenablement. La foule s'écarta soudain. Tom et Stan, le concessionnaire automobile, avançaient vers Nolan.
Tom tenait quelque chose dans sa main. Dès que Nolan aperçut l'objet, son cœur manqua un battement. Un simple trousseau, une petite clé en laiton suspendue à une lanière de cuir usé. « On a retrouvé ton camion, Nolan, dit Tom d'une voix rauque. Et Stan est bien, il nous a fait un bon prix. Un très bon prix. Disons un tarif spécial pour la communauté. » Stan souriait jusqu'aux oreilles. « Ils l'ont racheté, dit-il simplement. Toute la ville a participé. Ce matin même. » Nolan prit les clés dans sa main comme si elles étaient faites de verre. Pendant un instant, il ne comprit pas ce qu'il tenait réellement. Puis la réalité se fraya un chemin à travers le choc, la seule chose qu'il avait pu donner, le seul sacrifice tangible qu'il avait fait il le lui rendait. Pas pour l'argent. Pas par pitié. Mais parce qu'ils avaient vu l'homme derrière les cicatrices. Il ferma le poing autour de la clé. Il voulut dire merci, mais aucun son ne franchit ses lèvres. C'était comme si, en un instant, les murs invisibles qu'il avait dressés autour de lui durant 20 longues années, ces murs faits de solitude, de blessures jamais dites, de nuits trop silencieuses, se dissolvaient sous le regard bienveillant de ses voisins. Là, au centre du hangar, parmi les gens de sa ville, Nolan Whitford se mit à pleurer. Pas de honte, mais de soulagement. De reconnaissance. De renaissance. Zeus, percevant l'émotion qui inondait son maître, vint se coller contre lui, non plus pour servir d'encre dans la tempête mais comme un compagnon qui, pour la première fois, sentait que les vagues se calmaient. Plus tard ce soir-là, tout était redevenu silencieux. Le hangar, qui quelques heures auparavant vibrait au rythme des applaudissements et des voix, dormait dans la pénombre. Les lumières étaient éteintes, la grande porte close. Nolan s'était assis sur la marche la plus haute, la même où il avait posé le pied pour la première fois des mois auparavant, ignorant que cette entrée changerait sa vie. Le vent de Montana soufflait froid mais le ciel était d'une clarté presque irréelle, couvert d'étoiles scintillantes, un violet profond qui semblait effleurer les montagnes. Le tintement familier des médailles de Zeus annonça l'arrivée du chien. Il boitait un peu, toujours ce vieux problème de hanche, mais il s'installa à ses pieds, posant sa grosse tête barbue sur le genou de son maître. Nolan caressa doucement les oreilles veloutées du chien, un geste simple qui avait la force d'une prière. Devant lui, dans l'allée assombrie du terrain, brillait faiblement, sous la lumière des étoiles, la silhouette cabossée mais magnifique de son vieux camion Chevrolet. Son camion. Celui qu'il avait abandonné pour sauver Zeus. Celui que la ville lui avait rendu, comme un symbole, comme un pardon silencieux, comme une main tendue. Il contempla le paysage nocturne de la vallée de Silver Creek, ce coin de monde qu'il avait tenté de quitter 1000 fois, persuadé d'y être devenu un fantôme, un homme brisé, un exilé. Ce soir pourtant, il savait. Il n'était ni un intrus, ni un vestige. Il était un homme debout, avec un chien fidèle, un camion retrouvé et un foyer. On a réussi, Z, murmura Nolan en levant les yeux vers le vaste ciel paisible du Montana. On a fait ce qu'il fallait. Ils restèrent là longtemps, immobiles, le vétéran et son chien, regardant les étoiles apparaître une à une comme des phares lointains. Pour la première fois depuis des années, Nolan sentit la paix se déposer sur lui comme une couverture chaude. Car au fond, pensa-t-il, les trésors les plus précieux de la vie ne se cachent pas dans les coffres-forts ou dans les inventaires poussiéreux d'un vieil officier. Ils ne se mesurent pas en dollars ni en rareté. Les vrais trésors se trouvent dans la loyauté silencieuse d'un chien comme Zeus. Dans la capacité d'un homme à choisir l'intégrité plutôt que la fortune. Dans le courage de renoncer à ce qui brille pour sauver ce qui compte. Et parfois, sauver un morceau d'histoire n'est que la première étape pour sauver ce qu'il y a de plus fragile et de plus essentiel en nous, notre propre humanité. Alors, si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un. Peut-être réchauffera-t-elle une autre âme. Peut-être rappellera-t-elle à quelqu'un que la résilience existe, qu'elle grandit dans les lieux les plus inattendus, qu'elle renaît même au cœur des hivers les plus rudes. Merci d'avoir suivi ce voyage. Et souvenez-vous, l'aventure suivante vous attend déjà, prête à vous emmener encore plus loin. Cliquez, continuez, explorez et laissez les histoires allumer la route devant vous.